On a trois annonces avant de démarrer avec Toinon. Une première qui nous est faite par l'ami Vincent de Fincom, qui co-organise ces événements SaaStock Paris. Alors moi, je le fais complètement bénévolement, sans aucune espèce d'intérêt égoïste. Vincent, il a un petit intérêt égoïste quand même, qui est de vous parler de Fincom, qui est un outil que l'on utilise chez AgoraPulse, un outil de mesure de vos métriques SaaS. On était avant chez Chartmogul, horrible, faites pas ça. Allez chez Fincom, et donc Vincent va vous dire en 2 secondes pourquoi vous devez jeter un œil à Fincom et pourquoi c'est important de connaître vos métriques SaaS, de pouvoir les filtrer, les trier par tout un tas d'outils, par pays, par plan, par typologie de client, etc. etc. Donc voilà. T'as plus rien à dire. Voilà. Exactement. Donc c'est Fincom. Bonsoir à tous et ravi de vous accueillir dans les locaux d'AgoraPulse. Merci à Aymeric de nous accueillir pour cet event qu'on fait donc, tous les trimestres. Pour ceux que ça intéresse, on en a déjà fait plusieurs. Je reconnais des visages parmi vous qui ont assisté aux éditions précédentes. On en a fait un avec Guillaume Moubèche et Jonathan Angelov de Lemlist et Aircall, également avec Arthur Waller de Penny Lane, et plus récemment dans les locaux de Partout avec Vincent Courrier, le sales de Partout, et Thibaut Renouf, le CEO. Et on est ravis ce soir de vous accueillir avec Toinon qui viendra partager ses retours d'expérience sur le 0 to 10 million ARR in 4 years en PLG, sur un marché quand même assez concurrentiel. Voilà, et côté Fincom, effectivement, Aymeric a un peu tout dit. On est un outil de subscription analytics et de forecasting. On accompagne un peu plus de 150 éditeurs SaaS aujourd'hui, dont AgoraPulse, qui nous témoigne de sa confiance, et merci pour ça Aymeric. Et pour tous ceux que ça intéresse, ravi de vous en dire plus après. On a 45 minutes, 50 minutes de talk, et ensuite un petit quart d'heure de Q&A. Et puis ensuite, on passera à l'étage pour ceux qui sont chauds, pour continuer autour de petits verres, networker et échanger des bonnes pratiques dans le SaaS. Et je laisse la parole à Alex, qui va vous dire un petit mot sur le programme SFM. Alex Delivet, le meilleur podcast sur le SaaS francophone. SaaS Connection. SaaS Connection. Mais c'était pas pour ça que je voulais. Non. Même si je vous recommande d'écouter SaaS Connection, bien entendu. Juste un petit mot sur SFM. Donc SFM, ça veut dire SaaStock Founder Membership. Donc c'est on va dire une autre offre de SaaStock. Donc SaaStock, il y a SaaStock Local, l'événement de ce soir, donc qui a lieu tous les trimestres. Il y a SaaStock, l'événement principal qui a lieu à Dublin une fois par an, donc au mois d'octobre. J'ai pas les dates exactes. 16 et c'est 15, entre 15 et 17, je crois. Ouais, c'est mi-octobre donc à Dublin, et que je vous recommande. Enfin, il y a quelques visages ici enfin, quelques personnes qui ont déjà été pas mal de fois. Et donc une autre offre, ça s'appelle SFM. Et en fait, c'est un club de founders. L'idée, c'est de se retrouver entre founders de SaaS pour échanger sur des best practices, avec des workshops qui sont organisés entre tous les 15 jours et tous les mois. Donc, généralement, c'est le mercredi après-midi. Il y en avait un hier, avec certaines personnes qui sont assez connues, qui viennent témoigner. C'est plutôt off the record, donc des choses que vous apprendrez nulle part ailleurs. Également, il y a des groupes qui ont lieu là, pour le coup tous les mois, en fait, où on échange, on est par petits groupes, et donc c'est un peu de l'accountability, on échange sur nos progrès, nos difficultés, et on peut s'entraider. Et enfin, il y a une retreat qui a lieu une fois par an. Donc par exemple, cette année, c'était à Marrakech, et donc pendant 2-3 jours, on échange avec que des fondeurs de SaaS. Et l'année dernière, c'était à Mykonos. Et l'année dernière, c'était à Mykonos où tu étais. Donc SFM, c'est un super programme. Je suis ambassadeur de SFM pour la France, et du coup, s'il y en a parmi vous qui ont leur SaaS et qui ont envie de rejoindre le programme, juste pour vous dire, n'hésitez pas à me pinguer sur LinkedIn ou par email. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de canaux sur lesquels je suis joignable. Combien ça coûte SFM? De quoi? Combien ça coûte SFM? Ça commence à 2000 € par an. Et après, ça dépend si tu fais 10 millions comme Toinon, c'est un peu plus cher. Toi aussi, ça doit être un peu plus cher. Mais l'idée, enfin, moi, par exemple, ça fait 2 ans que j'en fais partie. Et je trouve que c'est vraiment un investissement que je vous recommande parce que ça vaut le coup. Pendant 3 ans, j'étais dans un programme qui s'appelle SaaS Academy, qui est monté par Dan Martel, qui coûte 60 000 $ par an, juste pour vous donner la différence. Donc investir dans son réseau, son coaching et bien s'entourer quand on est fondateur et qu'on, par essence, on est un peu tout seul, c'est un bon investissement. Et c'est un bon réseau européen. Je pense que c'est important aussi. Forcément, vous avez déjà votre réseau en France et même à travers
typiquement le networking, après, ça va vous permettre de le développer. Mais parfois, avoir du réseau en Europe, dans d'autres pays, c'est aussi assez intéressant quand vous commencez à vous développer internationalement. Cool. Voilà. Merci Alex. Merci beaucoup. Merci. Et dernier, last but not least, on a nos amis de Rippling. Il va falloir commencer son slide, désolé. Ah, ok. Des soucis techniques, mais Bon. ça marche pas. Je peux pas réussir à le connecter, mais en tout cas. Bon, c'est pas grave. Bon, bonjour à tous. Merci beaucoup à nos amis de Sastock d'organiser tout ça. Merci à Agorapulse d'avoir nous accueillis. Moi, je suis Stan Zavjalov, je suis le Country Manager France de Rippling, encore une SaaS, donc on est dans la bonne compagnie. D'ici peu, on va écouter l'histoire de tournement avec la croissance de la boîte et sa réussite. Et on va nous partager un peu la sauce secrète. Mais là, on peut être sûr déjà que l'un des ingrédients sera sans doute le talent de tournement, mais bien sûr aussi de ses équipes. Et en fait, aujourd'hui, on sait tous que le talent, c'est la principale force, la principale brique dont on pourra bâtir la société. Donc vous êtes déjà fiers ou vous le serez encore, on va voir selon votre training. Et ce qui rend notre ère un peu particulière, vraiment spéciale, c'est que maintenant on est plus content de trouver le talent qu'il faut dans notre pays à nous. Maintenant, c'est vraiment tout le marché international qui est ouvert pour trouver votre meilleur développeur, votre meilleur sales, votre meilleur support qu'il vous faut pour votre besoin. Et comment c'est possible? Parce que les sociétés comme Rippling existent. Nous nous spécialisons justement pour trouver, pour aider vous trouver votre meilleur talent qu'il vous faut à l'international. Donc, parce que Rippling, c'est une plateforme de gestion des ressources de vos employés. Déjà pour vos employés à l'étranger, pour les trouver, pour les embaucher, pour les onboarder, pour leur payer, pour les former ou encore pour les onboarder si besoin en est. Donc avec Rippling, tout le monde est ouvert pour vous, pour trouver le meilleur talent qu'il vous faut pour votre expansion à l'international. Et moi, franchement, je suis convaincu de la valeur de cette histoire parce que moi-même, je suis un Estonien qui est ici en France pour gérer une succursale d'une boîte américaine. Donc, ça vraiment montre comment on peut trouver le meilleur talent, moi j'espère, le meilleur talent pour les besoins d'une société comme de votre aussi. Du coup, si vous avez des questions, si vous pensez sur votre expansion à l'international, ou si jamais vous galérez à trouver le bon développeur, peut-être en France, mais vous pensez que ça pourrait marcher avec le développeur à l'étranger, etc., n'hésitez pas à me voir, peut-être moi-même déjà, et mes collègues Martin et Hélène qui sont là. Donc, nous serons ravis de vous parler de ce que nous faisons et comment vous pouvez trouver votre meilleur prochain collègue à l'étranger. Et du coup, je laisse la parole à Fernand pour pouvoir avancer. Sinon, non, finalement, il n'allait pas nous parler. Oui, D'accord. Parce que moi, j'avais encore une super offre pour vous, justement pour les invités de cette séance d'aujourd'hui, qui sera probablement partagée ultérieurement. Peut-être ça. Si vous donnez un peu, je prends pour vous. Si jamais vous êtes intéressé par les mots-clés comme les prestataires internationaux, pour le portage salarial, si jamais vous voulez trouver votre prochain collaborateur à l'étranger, là on saura vous aider. Donc n'hésitez pas à nous parler. Et aussi on aura une super offre du coup à partager de façon personnelle quand vous venez nous voir plus tard dans la soirée. Merci et bonne séance. Normalement, il devrait faire la fenêtre où il te demande le passcode, mais bon, de toute façon, nous on n'a pas. Trop tard, on n'a rien. Voilà. On peut l'éteindre, hein, c'est bon. Ça ne sert plus à rien. Non. Je crois pas. Toi, t'as rien, toi. Non. Ouais. On avait dit qu'il y avait rien. Ouais. C'est quoi, tu voulais qu'on prenne un micro, non? Non, vous nous entendez bien? C'est... Ouais. À la caméra, il dit que c'est mieux qu'on ait le micro. Hein. Ah bon? Ouais. Lesquels? Pour les questions, C'est ce qu'il dit. Ah non, ouais. Aux questions uniquement? Ouais, je pense. T'as un truc. Ouais, ok. C'est bon. Ok. Bon. Bon, d'abord, merci Toinon d'être venu partager ton expérience ce soir. La particularité de Toinon, c'est qu'il a monté une boîte en bootstrap, en PLG, en inbound, en tout ce que vous voulez, tout seul, sans l'aide de personne.
C'est rare. Moi, je dis souvent que nous-mêmes, on est bootstrap, mais on n'est pas vraiment bootstrap, parce qu'on a quand même levé 250 000 balles en 2012. Et il a surtout été très vite de 0 à 10 millions dans un marché où il n'est pas le seul. Si vous connaissez un petit peu les outils de prospection LinkedIn, il y en a un certain nombre et ce n'est pas forcément évident. Donc, ce qui était intéressant, je trouvais, dans le fait de le faire témoigner et de le faire venir ce soir, c'est qu'il puisse raconter un petit peu quelles étaient, selon lui, les spécificités qui lui avaient permis de passer de 0 à 10 en 3 ans, en 4 ans. Ce qu'on voudrait aussi, c'est que ça puisse être interactif. Je pense que c'est ce que tu préfères aussi. Donc, vous n'hésitez pas à interrompre, lever la main et poser vos questions ou rebondir sur ce que toi, on va pouvoir partager avec nous. Déjà, peut-être si tu peux nous refaire un peu l'histoire. Ça s'est passé quand? Les cofondateurs, c'était qui? Quelle était la complémentarité des skills que vous aviez les uns les autres? Comment l'idée vous est venue? Comment vous avez conçu les choses pour avoir un go-to-market qui puisse fonctionner comme c'est le cas aujourd'hui? Il va nous retracer un petit peu le how-to des premières années. Je pense que ça sera intéressant. Ouais. Ce qui est assez marrant, c'est que nous, on a lancé une boîte qui n'avait rien à voir au départ. Et l'entité, elle s'appelle toujours comme ça d'ailleurs, elle s'appelle Wapi. Et on faisait une application pour les campings. Donc vraiment le cliché de la start-up quand vous la lancez, étudiant entrepreneur. L'idée c'était on va mettre une app dans les campings pour digitaliser l'expérience client. Ils pourront chatter avec l'accueil, proposer leur partie de pétanque, réserver le canoë-kayak, etc. Et vraiment idée cliché qui remplit toutes les cases des incubateurs, c'est-à-dire que tu vas pitcher en incubateur, ils sont toujours super contents, ils se disent ah c'est génial, etc. Et en fait tu passes ton temps à aller pitcher les incubateurs, pitcher à la BPI, etc. Tu arrives à prendre de l'argent public parce que en fait ils comprennent pas vraiment ce que tu fais. Et par contre, zéro client. Et quand tu vas à les campings, ils disent, attendez, moi, mon ordinateur il est sur Windows XP, j'ai pas de réseau. Les gens ils viennent en camping, c'est pour faire de la pétanque, pas pour proposer des pétanques. Ils ont pas besoin d'une application pour proposer une pétanque. Ils vont toquer au mobil-home d'à côté, puis ils les ont. Quoi. Ouais. Et on a fait ça pendant 2 ans. Et dans les trucs, erreur classique de l'entrepreneur qui se lance et qui dit il n'y a pas de clients, c'est on n'a pas assez d'acquisition. Ça, c'est vraiment le truc numéro 1. Là, si je n'ai pas de clients, c'est que je n'ai pas d'acquisition. Et donc, on se dit, on va aller prospecter sur LinkedIn. À ce moment-là, on se dit, est-ce qu'on n'irait pas cibler aussi les hôtels, les chaînes de camping, éventuellement tout ce qui est appart-hôtel, etc. Et on commence à prospecter sur LinkedIn. On se dit, c'est un peu long. Donc, sur l'équipe, à ce moment-là, on est 2 founders avec plutôt des profils tech. Et donc, on se dit, forcément, on va automatiser ça. Et comme ça, c'est pas nous qui le ferons à la main. Et on commence à automatiser et on fait ça en 3 semaines, on a un truc en interne vraiment juste pour utiliser pour nous. Puis pareil, on gravite dans les incubateurs et on se retrouve à discuter avec d'autres boîtes qui nous disent mais attendez, c'est trop cool ce que vous faites, votre automatisation et tout. Moi aussi je prospecte sur LinkedIn, j'aimerais bien l'utiliser pour faire de la outreach automatisée sur LinkedIn. Et donc on se dit quand même, ça fait 2 ans qu'on essaie de vendre un truc que personne ne va nous acheter et là on a un truc qui n'est pas à vendre et il y a des gens qui veulent nous l'acheter donc il y a peut-être un truc à faire sur le fait de le lancer. À ce moment-là, le groupe d'associés il change un petit peu. Je ne rentre pas forcément dans les détails, mais on se retrouve à 4. À 4, 2 tech et 2 plutôt au profil business. Et on lance une bêta en quelques semaines qui s'appelle Prospecting. On se dit, go lancer Prospecting, on va voir un petit peu ce que ça donne, bêta gratuite. Et en quelques mois, on a une assez bonne traction. Donc on lance septembre 2019 la version payante. Et au bout de 3 mois, traction de ouf, on est rentable. 9 mois plus tard, on est à 1 million d'ARR. Et la vérité, c'est qu'à ce moment-là, on ne sait pas trop pourquoi quand même. On a mis l'autre projet complètement en stand-by et on est juste focus exécution. On a arrêté de parler aux incubateurs, on a arrêté de lever de l'argent, etc. On se dit, tu ne sais pas trop pourquoi, mais vous avez fait quoi en fait, pour vous faire connaître? Il n'y a pas eu que de bouche à oreille. Maintenant, je sais pourquoi, mais à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Et un des éléments clés pour se faire connaître, c'était d'utiliser notre produit. Et en fait, un des éléments clés, c'était surtout d'utiliser notre produit. Donc au départ, on se dit, super, on a une petite prospection, on fait 50 faux comptes LinkedIn, puis on bourrine sur LinkedIn et on va chercher des prospects. Assez vite, on se rend compte que la cible qu'on avait identifiée, qui était plutôt profil growth hacker, des sales, les gens qui touchaient un petit peu à ça, ils nous disent mais les gars, il y a déjà plein d'outils qui existent sur le marché, ce que vous faites, il y a 2 fonctionnalités, ça ne me sert à rien. Et on se rend compte qu'à l'inverse, tous les gens qui ne connaissaient pas ce type d'outils disent putain c'est génial, ça envoie 100 invitations par jour, mais c'est juste ouf, je peux contacter, à cette époque-là, il n'y avait pas trop de limites sur LinkedIn, donc on pouvait contacter 2000-2500 personnes par mois sur LinkedIn et c'était juste trop bien pour eux. Et donc, un des trucs, c'est qu'en fait, on utilise notre produit à fond. Mais au bout de 3 mois, on se dit quand même, est-ce que vraiment la prospection qu'on fait, elle drive vraiment de l'acquisition? Et donc, on va checker notre analytique et on se rend compte qu'il y a moins de 5% des prospects qui viennent des liens traqués qu'on envoie en prospection.
qu'en fait 95% des gens ils viennent juste du bouche à oreille et qu'on a une viralité assez forte, que juste on est allé chercher les premiers prospects comme ça et derrière ils sont venus de manière quasiment organique. On arrive, après je sais pas si tu veux que j'aille plus loin dans l'histoire, mais le truc là où on comprend qu'on a été bon, en tout cas que ça a bien marché, c'est la notion de simplicité, mais on la comprend malgré nous. C'est-à-dire que Dev Junior, donc on lance la plateforme, un an après on a 50 000 utilisateurs, donc on a pas mal de problèmes d'architecture serveur, pas mal de bugs qu'on n'arrive pas à résoudre liés à la dette technique. Et voilà, on a livré les fonctionnalités et derrière ça ne scale pas du tout. Et donc on se dit qu'il faut qu'on reparte de zéro et qu'on fasse une version beaucoup plus propre. Et à ce moment-là on se dit ça fait un an qu'on a des clients qui au support, ils nous demandent des fonctionnalités qu'on n'a pas pu leur livrer, etc. On va faire une version super aboutie avec plein de fonctionnalités qui va livrer vraiment tout ce qu'ils veulent. Ils vont pouvoir tout personnaliser, avoir accès à plein de fonctionnalités pour customiser les volumes, les délais dans les invitations, faire des séquences de fou, etc. Et on livre ça et on essaie de forcer un peu notre base d'utilisateurs à aller sur la nouvelle version pour des raisons un peu techniques. Je pourrais détailler si c'est intéressant pour vous. On choisit de faire un autre produit qui s'appelle Wallaxy, donc qui est devenu la marque aujourd'hui, pour séparer les deux. Et on essaie de migrer un max de monde vers Wallaxy. Et assez vite, on se rend compte que les nouveaux utilisateurs, les utilisateurs qui étaient sur prospecting, ils veulent juste revenir sur prospecting, que le produit leur convient pas du tout. Et pendant quelques mois, on perd en fait le product market fit. Et on réalise que ce qu'ils cherchaient, ce qui avait fait notre force, c'est qu'on avait livré super vite, et qu'on avait juste 2 fonctionnalités. Et donc c'était ultra accessible pour des gens qui n'avaient aucune compétence technique, qui n'avaient jamais fait de prospection LinkedIn. Et donc, c'était ça qu'on servait. Et en voulant répondre à tous les besoins qu'on avait eus, on avait eu vraiment ce biais du survivant qui est, en fait, la personne qui vient au support, c'est une personne qui, par définition, elle n'est pas satisfaite, mais elle te donne un prisme sur ta base client qui est que les gens qui ne sont pas servis par ton produit. Et les gens qui sont servis par ton produit, qui étaient en fait 80-90% de notre base, eux, ils ne venaient pas au support, ils n'avaient pas besoin de venir au support. Et donc, en voulant servir les 10% qui étaient insatisfaits sur le produit, on a oublié de servir derrière les 80% qui, eux, étaient très satisfaits dans l'aspect simplicité et qui n'avaient pas besoin de features en plus, quoi. Et donc, là-dessus, on a vraiment théorisé le fait qu'en fait, nous, ce qu'on faisait, c'était rendre accessible la prospection. Et on l'a fait un peu sur différents piliers qui sont évidemment l'expérience utilisateur. Moi, je suis un extrême sur ça, je trouve que c'est vraiment fondamental. Et dans les fonctionnalités qu'on développe aujourd'hui, on se demande toujours si une fonctionnalité qu'on ajoute, à quel point elle sert des gens et à quel point elle dessert des gens. Et chaque fonctionnalité que tu ajoutes, c'est un bouton, c'est un parcours, c'est un wording à comprendre pour l'utilisateur. Et la personne qui vient à froid et qui veut se self-servir, parce qu'on va parler de la notion de self-service, il faut vraiment que ce soit le moins complexe possible à comprendre et le plus vite possible quelle est la valeur. Donc ça, c'est un élément. Et après, il y a un certain nombre d'autres éléments qui vont être un support chat de qualité où en fait, on a dès le départ fait un support chat, on te répondait même au début dans les 30 secondes. L'idée, c'était vraiment de servir le plus vite possible les problématiques, mais par contre, jamais au téléphone. Donc, ça nous permettait de paralléliser et d'avoir une dizaine de tickets en parallèle par personne. La notion de langue, on va en parler aussi sur la stratégie internationale, mais très vite, on s'est rendu compte que aux US, il y avait une grosse concurrence sur notre marché et qu'à l'inverse, notre persona, c'était plutôt 45-55 ans, dirigeant, directeur commercial de PME, qui ne parlent pas très bien anglais et qui donc sont servis par notre produit parce qu'il est en français. Et on s'est dit qu'il y avait moyen d'aller servir dans des pays où c'est pas très bien parlé anglais, Italie, Espagne, Pologne, d'aller les servir et de se dire que, donc assez vite, on avait une stratégie de contenu, et de se dire qu'on peut aller les servir avec du contenu traduit et que même si le contenu dans la traduction il est un peu moins bon, si le contenu d'origine il est vraiment bon, de toute façon, le polonais, soit il parle anglais, soit il n'a pas de contenu. Et donc, s'il y a un contenu en polonais qui va le servir à 80%, il va consommer ce contenu. Et ça nous donnait une traction et ça nous a permis aussi du coup, d'onboarder plein d'utilisateurs et d'avoir tout notre parcours dans une douzaine de langues qui sont aujourd'hui la douzaine de langues la plus représentée sur le produit. Et après, dans son accessibilité, évidemment, contenu éducatif, tutoriel, essayer de donner un max de ressources à la personne pour qu'elle se self-serve sur le produit et pour lui donner la valeur, quoi. Donc, simplicité, découvert malgré toi. Ouais, c'est ça. Et plus tu complexifies, plus le self-service c'est compliqué. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses, donc ça c'est la simplicité du produit et des fonctionnalités, est-ce qu'il y a d'autres choses dans la notion de simplicité qui peut être un apprentissage que vous avez fait sur l'onboarding, le sign-up, la manière dont tu rentres dans le produit? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez ratées? Là, vous avez raté de faire un autre produit très compliqué et tout d'un coup on se rend compte qu'en merde, c'est pas ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est la simplicité. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez ratées dans les étapes d'adoption du produit, d'entrée dans le produit?
Je te dirais plutôt que là, la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que si tu fais un produit qui est super simple, c'est cool pour livrer la valeur rapidement. Par contre, en termes de rétention, tu as quand même un enjeu, c'est que en grosso modo, si tu utilises Wallaxy, au bout d'une semaine, tu as utilisé toutes les fonctionnalités quasiment. Et donc, ta courbe de gain de valeur sur le produit, elle est assez plate en fait. Tu as très vite la valeur, par contre, tu as peu de gain de valeur à l'usage et donc, au bout de quelques semaines, quelques mois, c'est difficile d'augmenter la valeur que tu retires du produit. Et ça, c'est un challenge qu'on a maintenant, c'est d'arriver à ajouter des briques de fonctionnalités, et nous, ce qu'on appelle outils à deux vitesses, où tu viens, ton premier parcours utilisateur, il est super simple, tu as tout de suite la valeur très très rapidement. Et ensuite, de te pousser d'autres briques de fonctionnalités pour arriver à te garder et que tu prennes usage petit à petit des différentes features. Et ça, c'est un vrai challenge parce que l'utilisateur, c'est hyper dur en fait, d'amener des utilisateurs sur des nouvelles fonctionnalités. Tu vois, je pense à Notion que nous utilisons beaucoup. L'IA, même si c'est très puissant, tu vois dans le produit qu'ils sont obligés de faire un travail de malade pour la pousser, parce qu'on a tendance à rester dans notre petite zone en tant qu'utilisateur qui est la zone qu'on connaît. Quoi. Ouais. Et ça, aujourd'hui, on ne l'a pas encore craqué. Clairement, on ne l'a pas craqué. Et donc aujourd'hui, une problématique qu'on a, c'est qu'un utilisateur qui devient averti, donc qui a bien utilisé Wallaxy, compris les rouages, etc., aujourd'hui, il va plutôt chez la concurrence qui, elle, le sert mieux parce qu'elle a des fonctionnalités qui sont beaucoup plus abouties et qu'ils ont compris les rouages de base du système. Tu vois. Et ça, c'est un challenge aujourd'hui. Et vous n'avez plus Prospectine et Wallaxy Non, on a kill Prospectine. Et vous avez resimplifié Wallaxy pour et le on a rendre, fait un travail de malade de resimplification. pour le prospectiniser, C'est ça. Ouais. Ça a mis 1 an. Tu vois, des exemples où on avait des systèmes de séquences multicanales. Donc, tu faisais du LinkedIn, de l'email, tu avais une visualisation avec des arbres, ça partait dans tous les sens avec des conditions, tout ça. Ça, on a dit toutes les campagnes qui sont une étape puis une autre, c'est un chemin, étape 1, étape 2, étape 3. Ce genre de choses, on s'est rendu compte que sur les séquences qui étaient utilisées sur le produit, 80% des séquences, il y avait 4 séquences qui représentaient 80% de l'usage. Mais en fait, quand tu démarres ta campagne, tu as un petit toggle avec les 4 premières séquences. Et ensuite, tu as un truc parcourir les séquences si tu veux en voir d'autres. Mais on va te mettre 80% des gens passent par ce chemin-là. Quoi, et vous n'avez pas pensé à développer votre propre concurrent? Si les gens vous quittent pour aller chez un concurrent, développer votre propre concurrent pour qu'ils vous quittent pour aller chez vous? On n'a pas fait ça, non. Ça aurait pu être une idée. Ouais. Non, l'idée, c'est d'arriver à amener des fonctionnalités plus cachées et de te les pousser petit à petit, voire de te les débloquer seulement quand tu as validé certaines choses de ton onboarding. Donc, tu vois, tu t'arrives, tu as les premières étapes de ton onboarding qui sont vraiment la valeur du produit. Et ensuite, tu as une sorte d'onboarding continu où tu as toujours une checklist de ce que tu peux découvrir dans le produit, quitte à récompenser l'utilisateur sur ça. Donc, par exemple, tu lui donnes des crédits, des jours de trial, ce genre de choses. Ça, c'est un truc qu'on est en train d'expérimenter pour arriver justement à regarde, tu n'as pas testé cette fonctionnalité, je te la mets maintenant, tu gagnes une semaine de crédit sur ton abonnement ou une semaine de free trial si tu as validé, je sais pas, d'envoyer 3 messages avec l'inbox, tout comme ça. Quoi. Vous faites 1 million très vite et puis vous arrivez à 10 millions assez vite aussi. Et après, qu'est-ce qui se passe après? Les 20 millions, on va les chercher comment? Ça, c'est le vrai enjeu. Là, on est censé parler product-led growth et c'est intéressant parce que nous, on se rend compte qu'on atteint une limite, je pense, du product-led growth. Donc, depuis jour 0, 0 sales, 0 démo, 0 call, 100%. Tu viens au support, si tu veux une démo, tu n'es pas notre client, désolé, on a une démo vidéo, on ne peut pas te servir. Voilà. Et en fait, tu te rends compte que quand tu fais ça, tu cibles assez vite une audience qui a un énorme taux de churn. En fait. Tu cibles ceux qui sont sensibles au prix et qui comprennent que ils vont se servir tout seuls, ils sont OK et donc ils payent le prix pour ça. Mais à un certain moment, quand ton churn mensuel il est de 10%, ça veut dire que quand tu as 1000 clients, tu as 100 à en trouver tous les mois, donc ça va. Quand tu arrives à 10 000 clients, tu as 1000 clients à trouver tous les mois pour compenser ton churn. Et tu te rends compte que là, tu as besoin d'augmenter soit la rétention en termes de durée, soit ton upsell, c'est-à-dire la capacité à aller vendre plus de sites, à aller vendre plus de features à tes clients existants. Et ça, c'est un truc qu'on est en train d'implémenter, inbound sales et account-based management, pour prendre nos top clients et commencer à mieux les servir et les accompagner dans le produit et être capable de leur vendre des plans team plus importants et les garder plus longtemps. Et là, tu vois, sur ça, on commence à avoir des résultats qui sont intéressants. Typiquement, justement, prendre les clients qui ont au moins 2 sites et sur un call de 30 minutes, rien que ça, sur nos cohortes, on a déjà 50% de rétention en plus sur ceux qui passent dans ce process call, tu vois. Process call, call accompagnement. Et après, tu peux l'amener avec des fonctionnalités, c'est pareil ce qu'on est en train de faire. Dans nous, l'outil, on est en train de se connecter à des CRM et tout ce qui est intégration te permet de locker tes clients. C'est-à-dire que dès qu'ils mettent en place un process dans lequel ils ont différents outils qui vont interagir avec ton outil, c'est beaucoup plus dur de partir parce qu'en fait, ils sont lockés. Et donc, c'est pareil, j'ai plus les chiffres en tête, mais on est au moins à 30% de rétention en plus sur nos cohortes quand on fait une synchro HubSpot
par rapport à des cohortes qui n'ont pas fait de synchro avec HubSpot. Parce que derrière, c'est connecté, la donnée elle rentre, et donc très difficile pour le sales, le commercial derrière, qui a sa donnée qui rentre, de quitter l'outil puisqu'il y a une connexion, quoi. Et même si tu ne t'en sers pas momentanément, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Après, quand tu commences à rentrer dans les connexions CRM, HubSpot & Co, tu montes d'un cran en termes de taille de boîte, maturité de boîte, typologie de boîte. Donc, que tu le veuilles ou non, tu montes en gamme, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et sur le process de sign-up, qu'est-ce que vous avez expérimenté, essayé Je sais que chez nous, on a toujours des débats. Faut pas mettre trop de formulaires, faut pas mettre trop de ci, faut pas mettre trop de ça. Et en même temps, ceux qui veulent qualifier disent si, on veut qu'ils nous disent ça, on veut qu'ils nous disent ça, on veut qu'ils nous disent ça. Vous avez un sign-up qui est un peu particulier parce que tu peux pas voir le truc avant d'avoir fait un certain nombre de choses. Je ne vais pas dévoiler le truc, mais qu'est-ce que tu as pu apprendre là-dessus qui peut être intéressant à Nous, partager? depuis le jour 0, en fait, on n'a pas de sign-up. Ouais. C'est qu'on a une extension Chrome. Et donc, ce qu'on fait, c'est que quand tu installes l'extension Chrome, on va récupérer ton compte LinkedIn qui est quasiment toujours connecté chez nos utilisateurs et on te crée un compte. Et du coup, il n'y a pas d'informations à saisir. C'est un peu comme un sign-up with LinkedIn, sauf que vu qu'on connecte direct avec ton LinkedIn, on n'a même pas besoin de faire tout le process de validation. Et ça nous permet d'avoir un onboarding qui est… Enfin, en fait, tu télécharges l'extension, boum, tu es sur le back-office et ton compte LinkedIn, il est relié. Et ça permet qu'il n'y ait pas de friction. Derrière, nous, on a expérimenté des trucs sur les formulaires, justement, à l'onboarding de qualification. On a fait des ABCD tests, on s'est rendu compte que ça n'avait aucun impact. Donc, on avait un formulaire avec genre 5 questions de qualification, pas de formulaire et je ne sais plus quel était le dernier test qu'on a fait. On a fait ça sur 6 mois. Et le taux de conversion, que ce soit en termes d'activation produit, donc le nombre de gens qui ont lancé leur campagne, ou de revenus, zéro différence. Vraiment zéro différence. Et du coup, en tout cas, nous, notre apprentissage, c'est que la personne qui veut utiliser le produit, s'il y a 3 questions à remplir, elle les remplit. C'est pas trop une problématique, quoi. Ok. Sur l'internationalisation, ça m'intéresse quand même, parce que comme ça a été assez vite, monter des équipes de support qui parlent français, qui parlent anglais. Il y a combien de langues aujourd'hui? Il y a une douzaine de langues, ou peut-être on a enlevé le russe et l'indonésien, parce que ça ne donnait rien. Mais en grosso modo, ça, c'est dans le produit? Dans tout le funnel. Donc, que tu arrives sur le blog, tous nos articles sont traduits dans 10 langues. La landing est traduite dans 10 langues natives. L'application est traduite dans 10 langues. Et le support, via de la traduction auto, il est aussi assuré dans 10 langues. La knowledge base. La knowledge base et le support chat. Le support chat, il est aussi traduit. Ouais. Alors raconte-nous un peu comment ça marche, les traductions dans 10 langues. L'étape de base, le postulat de base, c'était justement de se dire, en fait, si on a autant de traction en France, c'est par rapport à la concurrence, c'est une des raisons, c'est qu'on est en français. Et donc, si on est capable de construire du contenu dans une autre langue et trouver un système pour le faire en trad auto, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et donc, le premier canal, ça a été vraiment le SEO. Où on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'augmenter notre trafic en faisant ça? Et en 18 mois, Comment vous savez que c'est parce que c'est en français que vous avez autant de succès? En fait, on se rend compte que la plupart de nos utilisateurs ne parlent pas anglais. Tu vois. Et que s'il y a un couac dans une communication en anglais, etc., par l'étude de notre persona, on voit que, grosso modo, 45-60 ans, dirigeants de PME, des gens qui sont pas très, qui parlent pas très bien anglais. Donc, et même, tous les concurrents anglophones, ils ne peuvent pas. C'est ça. Et même, ça va jusqu'à certains choix de fonctionnalités ou même du wording des fois où on a tellement francisé des mots anglais qu'on va utiliser des mots anglais naturellement. Et on se rend compte qu'ils ne comprennent pas. Tu vois, au support, tu leur expliques des trucs dans ton produit, tu utilises le mot en anglais et ils ne comprennent pas en fait. Vous vous êtes rendu compte de ça en fait? Ouais. Et c'est aussi parce que vous vous êtes rendu compte que votre cible, c'est pas les gros hackers. C'est ça, exactement. Parce que les gros hackers, ils utilisent tout en anglais, ils ont l'habitude, c'est pas trop un problème. C'est ça. Eux, c'est ça, c'est un mot anglais, ils ont de l'habitude, quoi. Et donc le postulat c'est ça, et donc on se dit pourquoi pas commencer par la partie SEO. Donc c'est déjà un gros canal d'acquisition pour nous sur lequel on a misé assez tôt, et on se dit en fait ça nous coûte rien. À ce moment-là on trouve un plugin WordPress qui se connecte à DeepL, et pour 5 € par mois et 20 € sur DeepL on peut traduire littéralement tous nos articles. À ce moment-là on doit avoir genre 150 articles en français et anglais, et on traduit en espagnol, italien, puis assez vite on duplique les langues, on trouve un process pour le faire. On avait un peu un Pareto où on avait quelqu'un qui repassait sur les articles et qui juste faisait matcher les mots-clés qui étaient cherchés dans la langue avec les mots-clés sur lesquels on rankait sur l'article. Donc exemple, si tu tapais, je sais pas, l'équivalent en français ça allait être, je sais pas, LinkedIn Premium, Sales Navigator, et puis en polonais ils n'allaient pas chercher exactement la même requête, mais si on traduisait, on allait avoir l'équivalent traduit, donc on faisait juste une repasse avec des gens qui parlaient même pas la langue, ils allaient juste checker sur les outils de SEO, et on priorise les langues par volume de recherche. Donc on va voir un SEO, on dit ok,
bah, on prend les pays un par un, on dit ok, combien il y a de recherches sur ces sujets-là et quels sont les pays qui sont les plus éduqués sur notre marché, sur lesquels on peut aller se positionner. Tu utilises quoi pour vérifier le volume de recherche? SEMrush et les recherches Google, je t'avoue que c'est pas moi qui le fais directement. Et je crois qu'on utilise pas mal Majestic aussi et Ahref. Enfin, en vente, on a nous quasiment tous les outils SEO. Donc ça, tu as un plugin à 10 balles pour faire Ouais, c'est ça. 15 langues sur le blog. Et après, comment vous faites la knowledge base, pareil, et sur WordPress aussi ou... Ouais, en fait, au départ, toute notre knowledge base est sur WordPress et on Ouais. mixe les articles SEO et les articles support. Assez vite, on se dit qu'il faut la landing. Landing simple, prend Weglot. En plus, maintenant, ils ont une fonctionnalité où ils ont un freelance natif qui repasse derrière la traduction. Donc, en fait, tu as une traduction quasi native sur ton site. Et assez vite, on se rend compte que, bah, pareil, donc, si tu fais tout ton funnel en polonais, bon, bah, pareil, il faut l'application. Là, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, si vous avez déjà traduit de l'allemand, tes boutons, ils font ça après. Ils ne rentrent pas dans l'écran, c'est clair. pas du tout les mêmes trucs. Tu passes de l'anglais à l'allemand, tu as des surprises. Donc c'est assez compliqué. Donc assez vite, ça aussi, on a fait repasser les traductions par des natifs qui ont l'habitude aussi de trouver des mots et des équivalents un peu plus courts pour que ça rentre dans les boutons. Donc assez vite, on a ça. Avec l'idée tout de suite d'automatiser ça. Donc typiquement, pour entrer dans les détails techniques, on se greffe sur un outil qui permet, t'exportes les trucs en français dans un CSV, tu mets l'équivalent en allemand, tu réimportes, tu as ton allemand qui est connecté à tout ton système de langue, de sorte que ce soit hyper simple à mettre à jour et à gérer. Et ensuite, forcément, si tu sers tout ton client en polonais de bout en bout, il arrive au support et il te parle polonais. Ouais. Donc pareil, extension DeepL qui se greffait sur ton navigateur et depuis Intercom, on arrive tu sélectionnes le texte, tu fais traduire dans la langue, etc. Et assez vite, on arrive à avoir une partie de notre support qui est assurée dans les langues natives. Même si, on va pas se mentir, tu sers moins bien tes clients en polonais quand tu as traduit de l'anglais ou du français que quand tu les sers en natif français ou anglais, quoi. Normal. Voilà. Et pareil, après, aujourd'hui, maintenant, on a le canal Ads. Et vu qu'on avait un fort effet de viralité, il nous suffisait finalement d'assez peu de clients dès le départ dans un pays pour avoir de la viralité derrière là-bas, du bouche à oreille. Et aujourd'hui, un de nos principaux canaux d'acquisition, c'est l'affiliation. Et ça nous sert aussi en fait à l'étranger. Parce que du coup, il y a beaucoup de pays qui sont beaucoup moins avancés sur les sujets growth hacking que la France. Enfin, il faut savoir qu'on a vraiment des belles boîtes en France sur ça. Et on a ce côté un peu, vu qu'on ne raisonne pas en ROI mais en dépenses, on a ce truc de toujours chercher la solution, un peu le hack. Et c'est un peu un état d'esprit français. Et du coup, on se retrouve avec la liste de boîtes qui sont dans ce domaine-là, growth hacking, automatisation, scrapping de données, etc. Elle est énorme. Et assez vite, on se rend compte qu'on a beaucoup de marchés qui sont moins éduqués. Et donc, dans la partie affiliation, on a beaucoup de coachs, de formateurs qui, tu vois, tu es formateur LinkedIn en Espagne, personne ne connaît encore les outils là-bas. Tu arrives et tu peux distribuer le produit là-bas. Et donc, ça nous permet de pénétrer le marché avec des natifs, des gens qui connaissent la culture, le marché, etc. Et d'externaliser en fait une partie du process de vente. Ouais. Et vous leur donnez combien aux affiliés? On file 50% de commission. Lifetime ou... Ouais, sur 5 ans. Wow. Quasi lifetime. Ouais. Pas mal. Tu avais une question? Salut Pano. Salut. J'ai une question sur Ouais. la qualité des traductions et ta manière d'interagir avec les clients. Est-ce que tu sais si ça a un impact aussi sur le taux de rétention? Alors, ce taux de rétention, je ne saurais pas te dire exactement. Je sais que par exemple, on a des pays type Pays-Bas, on traduit en néerlandais, type Pays-Bas, où on a des meilleures rétentions qu'en France. Donc, je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup d'impact. Par contre, c'est souvent, typiquement l'allemand, c'est souvent qu'on a eu des retours au support de les gars, votre bouton, il ne veut rien dire, quoi. L'application, elle ne veut rien dire. Et beaucoup d'Allemands qui, eux, parlent mieux anglais quand même, souvent switch sur l'anglais. Donc, on a souvent eu des retours comme ça. Mais à l'inverse, tu vois, italien, portugais, espagnol, ça ne marche pas trop mal, la traduction. Ouais. Et donc, on est vraiment arrivé en mode Pareto, quoi. C'est-à-dire, on sait qu'avec 20% du taf, on a 80% de la valeur, mais c'est sûr que sur la finition, et ça dépend une fois plus ce que tu vises. Tu vois, je pense que nous, on est vraiment sur du volume. On était sur des pricing assez bas, donc ça c'est OK. Dès que tu veux un petit peu aller up market sur des boîtes un peu plus grosses, je pense que c'est beaucoup plus dur à servir là-dessus, tu vois. Et typiquement, les Allemands qui sont assez regardants sur la structure de ta boîte, la gestion de tes données, etc., forcément, si ta traduction, elle est bancale, les taux de conversion sont moins bons, tu vois. Ouais, donc, je sais qu'en Allemagne, aujourd'hui, c'est un pays où on a plus de mal à convertir et qu'on a plus de gens en support qui sont avec des demandes un peu complexes qu'on n'arrive pas très bien à servir. Parce qu'eux, ils sont très carrés sur les process. Alors que tu vois, on a 5% de notre revenu en Amérique du Sud, là, c'est tranquille, quoi. Ça, ils sont contents. Les Allemands, c'est le top du top de si ça sent pas allemand, j'ai pas confiance, quoi. Ouais. Les Français, c'est le numéro 2. Si ça sent pas français, j'aime pas non plus. Mais là, c'est plus par chauvinisme que par fierté de coq que par culture. Mais c'est vrai que t'as pas du tout ce qu'on a dans les Nordiques ou
ou même en Europe du Sud où ils utilisent des produits en anglais. À partir du moment où ils Ouais. parlent anglais, ils s'en foutent. Il Ouais. faut juste qu'ils parlent anglais. C'est ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions quand on passe par un monologue? Ouais. Juste pour revenir sur la partie où avant, avant que ça s'appelle Wallaxy. Prospecting, ouais. Prospecting. Pourquoi tu as voulu tout remettre sur le nom Wallaxy alors Ouais. que tu avais des clients qui étaient attachés à Prospecting, ou juste sur la partie branding? Ouais. Et après sur la partie comment tu fais pour migrer tout Ouais. commercialement, techniquement, etc. Alors déjà, je pense que c'était, d'un point de vue branding, c'était un mauvais choix. Parce qu'en fait, prospecting, ça te dit ce que ça fait, quoi. C'est facile. On s'était pas fait chier sur le logo. On avait vraiment pris un PowerPoint. On avait j'étais allé chercher la typo de LinkedIn. J'avais mis prospecting avec typo de LinkedIn, le in dans un carré comme LinkedIn. On s'était vraiment pas embêté, quoi. Pas mal ça. Et- T'as dû avoir quelques courriers après, non? Non, ils ont d'autres problèmes avec nous, donc c'était pas sur ça qu'ils nous ont fait chier. et en fait, ça marchait bien parce que ça se vendait, enfin, ça faisait ce que ça faisait. Et après, on s'est dit, OK, on va aller faire du multicanal, on va rebrander. Et la raison principale pour laquelle on a fait 2 outils séparés et on a rebrandé, c'est un choix technique. C'est qu'en fait, on avait de telles différences en termes d'archi de données et de technique qu'on ne pouvait pas dire que c'était une version 2 parce qu'on n'arrivait pas à faire coller les données et les historiques utilisateurs sur la nouvelle version. Et donc, on ne pouvait pas arriver à l'utilisateur et leur dire on vous met une V2 où en fait vous perdez tout ce que vous avez avant. Et donc, le choix c'était de faire une version à côté et de se dire ok, on maintient ça, mais on leur dit que ça c'est mieux. Il y a un transfert partiel de données, donc il y avait une partie des données que tu peux transférer, mais pas tout l'historique des campagnes, etc. Et le but c'est que vu qu'on a assez de traction, on met tout le branding dessus et ça va le faire, quoi. Et ça n'a pas si mal marché, mais tu vois, quand tu regardes notre courbe d'acquisition, on a regardé ça il n'y a pas longtemps, notre courbe d'acquisition de clients, il y a vraiment une phase de plateau sur cette phase de transition avec la complexité du produit, le rebranding, où on voit qu'il y a une phase où tu as moins de nouveaux clients, quoi. C'est galère. Ouais, c'est galère. Je ne recommanderais pas forcément de faire ça. Et je ne te parle même pas des sujets, par exemple, SEO, où on décide tu commences à avoir du trafic sur ton site et tu dis je vais changer de nom de domaine. Quand on a dit ça à l'équipe SEO, ils ont transpiré, quoi, parce que la plupart des boîtes qui font ça, tu perds une majeure partie de ton trafic, quoi. Nous, on a réussi à garder 80%, mais souvent, en fait, tu dis à Google, je change de site, j'envoie toutes mes URL vers le nouveau, et Google, il dit qu'est-ce que tu fais, et il te kill, quoi. Donc, à refaire, je ne referai pas ça. À refaire, je trouverais une solution, Prospecting V2, ouais. Parce qu'en plus, aujourd'hui, Wallaxy, personne ne sait l'écrire. Donc, tu vois, pour ça, je vais avec la casquette avec ses écrits, sinon personne ne se souvient. Non, mais on a tous les trucs, Wallazy, Wallaby, ils ne savent pas où mettre le 2A, enfin, c'est un très mauvais choix de branding. Vraiment à choisir. Et ceux qui étaient réticents et qui ne voulaient pas partir de Prospecting, Ouais. comment vous avez géré ça? On a maintenu le produit sans faire d'évolution pendant 1 an et demi, jusqu'à ce qu'il n'y ait vraiment plus personne. On a maintenu le produit pendant un an et demi, mais au bout d'un an, on a doublé les prix. Donc à toute la base client, on a dit maintenant c'est 2 fois plus cher. Et vu que Wallaxy n'était pas 2 fois plus cher, on a dit si vous ne voulez pas subir l'augmentation de prix, maintenant il faut bouger sur le truc. Ça a causé quelques problèmes de relation client, mais ça nous a permis de finalement arriver à faire le transfert, quoi. Mais c'est intéressant parce que tu te rends compte que quand ça fait 6 mois que tu n'as pas fait d'évolution sur ton produit, tu as beaucoup de gens, c'est des ghosts en fait, c'est des gens qui payent mais qui ont oublié. Et tu doubles tes prix et en fait, tu doubles le revenu du produit que tu n'es plus en train de maintenir. Et c'est assez marrant. En termes de courbes, quand on regarde nos courbes du MRR, parce qu'au moment où tu doubles tes prix, Stripe te dit tu as doublé tes prix, double ton MRR. Et on a vraiment un pike comme ça sur le mois de juillet 2022 où ça augmente. Donc c'est intéressant. Et vous l'avez éteint à un moment. Et après, au bout d'un moment, il n'y avait plus personne dessus qui l'utilisait, on l'a tué. Il était toujours à 10% de churn par mois? Ouais. Enfin, après, je sais pas, il n'y avait pas d'acquisition, on ne regardait plus en fait, on était focalisé sur le deuxième business, quoi. Okay. Qu'est-ce que vous avez essayé pour. Tu nous as parlé du call de 30 minutes avec les comptes qui avaient plus de 2 sièges, Ouais, qui améliore la rétention. ouais, Évidemment, le grand classique des connecteurs avec des outils tierces qui fait que plus tu es interconnecté, plus c'est compliqué de te débrancher parce que qui améliore de 30% aussi la rétention. Qu'est-ce que vous avez essayé d'autre et que vous allez essayer d'autre pour créer de l'expansion ou améliorer la rétention ou créer de l'expansion? ouais. Un autre truc qu'on a testé qui n'a pas marché encore, c'est d'ajouter des features payantes. Donc, c'est Des add-ons, quoi. Ouais, des add-ons. Ouais. Donc typiquement, à un moment où on était dans une phase d'hypercroissance, on s'est dit on a lancé un SaaS, ça marche, viens, on en lance plein. Donc, on a lancé d'autres outils en parallèle. Puis on avait une version améliorée de la messagerie LinkedIn qui s'appelait Piwa à ce moment-là, qui était une surcouche.
Et on s'est dit, chaos de l'hypercroissance, on est 25, il n'y a pas d'équipe, pas de management, on a 4 produits en même temps, personne ne comprend rien à ce qu'on fait. Donc on dit, bon, on va arrêter de faire ça. On va centraliser sur le truc qui rapporte 95% du business, c'est Wallaxy. Donc on se focalise sur Wallaxy, on met tout en stand-by. Et ce truc-là, qui était resté en version bêta gratuite, on se dit, on va le mettre dans Wallaxy, ce sera plus simple pour le cross-selling. Et donc on intègre ça dans le produit. Et en fait, aujourd'hui, on n'arrive pas du tout à driver d'usage dessus. En l'intégrant, on a pris toute la dette technique du produit principal, il est caché, etc. Et en fait, il ne se met pas du tout dans le chemin des utilisateurs. Tu gères tes messages LinkedIn, tu vas sur la messagerie LinkedIn et on n'arrive pas à pousser la feature. Et donc, ça représente une mineure partie de notre revenu. Par contre, on a des bonnes itérations là-dessus, justement, de prévues pour s'intégrer dans LinkedIn et faire en sorte qu'en fait, cette fonctionnalité-là, c'est pas je clique sur Wallaxy et j'accède au back-office, mais vraiment, elles se mettent, j'arrive sur ma messagerie LinkedIn. Et j'ai toutes les fonctionnalités de la version améliorée direct dans mon interface habituelle, à tel point que le but, c'est que l'utilisateur il pense que c'est des améliorations LinkedIn. Jusqu'au moment où il a fini son trial en usage, en plus, on te donne un certain nombre de conversations à gérer. Et le but, c'est que tu deviennes, tu aies appris à utiliser ces fonctionnalités, puis à un moment, tu es obligé de passer sur le plan payant, quoi. Ouais, nous, on a eu la même. On a sorti un module de listening, de listening avancé. On a sorti un module d'employee advocacy. On a sorti un module de reporting avancé, de comparaison avec les concurrents. On a sorti plein de modules, plein d'add-ons pour créer de l'expansion. Et c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. En fait, le truc qu'on apprend, c'est que les gens qui viennent chez toi, sans ces trucs-là, quand tu les as pas encore, ils viennent chez toi parce qu'ils n'ont pas besoin de ces trucs-là, sinon ils iraient ailleurs. C'est ça. Donc aller cross-seller sur la base existante, c'est extrêmement difficile parce qu'ils n'en ont pas besoin, sinon ils auraient été l'acheter ailleurs, ils ne seraient pas venus chez toi. Et typiquement, nous, là, on réfléchit à repasser dans une stratégie multiproduit et à ressortir cette fonctionnalité à part ou l'avoir en tout cas en hybride. Parce que même au terme du discours, même dans ton funnel de vente, cette fonctionnalité-là, elle peut servir énormément de monde parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ne font même pas d'automatisation LinkedIn, qui peuvent avoir un vrai usage parce que c'est une connexion entre ton CRM et ton LinkedIn. Tu as un système de tags, de notes, etc. Donc, tu peux vraiment gérer ton LinkedIn comme un CRM avec toutes les infos, enrichir les emails, etc. Et en fait, se dire, on met ça à côté. Aujourd'hui, par exemple, on n'a pas d'onboarding spécifique pour ça. Et on a de la traction sur la feature, sur la landing page. On a du ads qui pointe dessus et tout. On a des super volumes. Et derrière, ça ne convertit pas du tout parce que tu arrives sur l'app et tu es sur une app d'automatisation LinkedIn. Alors qu'il y a un vrai funnel à créer. Et autant en termes de marketing que de parcours utilisateur, je pense que c'est beaucoup plus puissant. Et aujourd'hui, moi, je reviens dessus de faire plutôt des monoproblèmes, super solutions. Tu fais une super solution à un problème hyper spécifique et ensuite, tu essayes de cross-sell entre tes produits. Et tu fais de la connectivité entre tes produits, mais ça reste des interfaces différentes. Et le discours et l'usage, il est super simple, je pense. En tout cas, c'est vers ça que nous, on veut tendre. Tu as parlé tout à l'heure des grimaces que LinkedIn pouvait faire à sa Wallaxy. Ça en est où? Ça donne quoi? Il y a toujours une zone de flou? Ouais, en fait, donc nous, pour remettre dans le contexte, on automatise les envois d'invitations et de messages, je mets juste pour tout le monde sur LinkedIn. Donc on permet de faire des campagnes de prospection, de recrutement, etc. Et LinkedIn officiellement depuis toujours interdit l'utilisation de ces outils-là pour plein de raisons, parce que ça génère forcément du spam sur la base, que ça fait sortir des données de la base aussi. Et ça c'est le discours officiel qui tient depuis le début. Mais s'ils voulaient vraiment les faire disparaître, ils l'auraient fait parce que techniquement, ce n'est pas très compliqué. Et en fait, nous, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que nos clients dépensent plus chez LinkedIn en abonnement Sales Navigator qu'ils dépensent chez nous. Et donc aujourd'hui, avoir accès à l'outil Sales Navigator, qui est l'outil de recherche avancé LinkedIn, sans outil d'automatisation, ça n'a pas forcément la même valeur. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ne paieraient pas pour le Sales Navigator s'ils ne pouvaient pas faire de la prise de contact massive. Et donc aujourd'hui, c'est toujours une zone de flou sur laquelle... il y a une centaine d'outils sur le marché qui font la même chose que nous. On doit avoir 10% de part de marché, donc il doit y avoir plusieurs millions de personnes qui utilisent ce genre d'outils. Et aujourd'hui, ils n'ont pas bougé plus que ça, cette partie-là. Alors qu'à l'inverse, ils ont fait des moves récemment sur la partie création de faux comptes, où là, justement, ils ont dit on arrête, on sécurise ça. Ils ont un peu suivi la trend de Twitter. Et là-dessus, ils ont très bien réussi. Et là, créer des faux comptes LinkedIn, c'est devenu un petit process. C'est plus du tout évident. Alors qu'automatiser, toujours... Alors que ton adresse elle est sur Internet, si tu veux t'envoyer un cease and desist, je peux le faire demain. C'est ça. Quoi. Ah oui, c'est ça. Ouais. En réalité, si vous voulez éteindre toutes ces boîtes, il suffit d'envoyer des courriers d'avocats et elles arrêtent. Mais ils ont plusieurs... C'est vrai qu'ils ne doivent pas avoir envie. Ils ont plusieurs dizaines de millions de revenus qui viennent de ça, en fait. Aujourd'hui, compliqué de s'en extraire, quoi. Là, tout, c'est que quand vous avez le risque de plateforme, placement de risque, il y a LinkedIn. Qu'est-ce que vous faites si un jour on décide de
faire la même chose ou d'une couper l'API? Est-ce que vous avez pensé à des points, Il n'y a pas d'API. Hein. Il n'y a pas d'API. Ouais. pas d'API? En Non, fait, nous, on se greffe sur l'API privée. Donc, en fait, pour rentrer dans les techniques, on va utiliser le token de l'utilisateur et on va faire les actions à sa place. Et donc, ils mettent à jour leur API régulièrement. Ça, c'est un vrai enjeu. Tu vois, nous, dans notre développement en produit aujourd'hui, on a dû itérer sur plein de process de sécurité et de veille qui font que on est capable de détecter une mise à jour LinkedIn qui fait qu'une des fonctionnalités n'a plus marché. Parce qu'en fait, s'ils décident de changer le fonctionnement des envois d'invitation, bah, d'un seul coup, nous, on ne peut plus envoyer d'invitation et donc tout l'outil s'arrête. Et ça, c'est un gros enjeu et ça a été un gros frein à notre croissance à plein de moments. C'est que ils ne t'appellent pas pour te dire qu'ils font la mise à jour. Heureusement, c'est des tailles de boîtes où ils déploient très progressivement à leur base. Donc, on a plein de warnings, autant techniques que support. Le support, il est entraîné sur ça aussi. Et on sait dire que là, on a 3-4 personnes qui remontent que cette fonctionnalité ne marche plus. On va tout de suite investiguer. Potentiellement, on leur demande des team viewers pour passer par leur compte, checker les requêtes, etc. Et assez vite, on est capable de résoudre des trucs. Et même si on parle en termes de concurrence, aujourd'hui, c'est super simple d'automatiser ta prospection LinkedIn. Je veux dire, n'importe qui sait dev, même moi qui ne sais plus dev, en une journée, tu automatises ton invitation, c'est juste comme ça. Et l'avantage concurrentiel, c'est d'être capable de le faire ça à l'échelle. Et aujourd'hui, tout le monde il y a des versions de LinkedIn différentes, tout le monde n'a pas la même version, il y a des mises à jour en permanence, etc. Et nous, on connaît mieux l'API LinkedIn que probablement les ingénieurs qui la développent. Et du coup, c'est un vrai avantage concurrentiel parce que au moindre aléa de mise à jour LinkedIn, nous, on est capable de réagir beaucoup plus vite que la concurrence et de maintenir un outil qui soit le plus stable possible, en admettant que ça soit possible, que ce soit parfaitement stable. Mais par contre, c'est un vrai enjeu de stratégie, c'est-à-dire que là, quand tu as une boîte à 10 millions et que tu dépends d'un outil et que si demain, ils décident d'arrêter ton truc, tu as tout qui s'arrête, ça, aujourd'hui, c'est un vrai truc qui pèse sur nous. Et donc, c'est aussi l'idée d'aller lancer des solutions connexes potentiellement qui sortent de ça dans les prochains mois. Et c'est vraiment la stratégie sur laquelle on travaille pour se diversifier, évidemment, et faire en sorte que si ça pète, on a des backups, qu'on n'a pas fait ça pour rien, quoi. Donc, l'international. Ouais, vas-y. Non, Non, vas-y. Ok. J'ai deux questions sur l'acquisition. Ouais. La première, quand vous avez découvert que le bouche à oreille était un levier qui fonctionnait beaucoup, est-ce que vous avez capitalisé dessus? Vous avez développé un programme de parrainage? Ouais, on a développé un programme de parrainage et on s'est rendu compte que personne l'utilisait. Ouais, Ok. pareil. Moi, mon apprentissage de ça, c'est que personne fait du parrainage pour gagner 3 euros ou un mois d'abonnement. Tu le fais soit parce que tu es profondément convaincu que le produit sert les gens autour de toi et donc tu le fais parce que ça leur apporte de la valeur de partager le produit autour de toi. Et sinon, il faut qu'il y ait un vrai système de monétisation qui soit significatif, ce qu'on a fait du coup à côté, J'y viens. qui est notre partie affiliation. Ouais. Exactement. Et j'avais demandé, j'ai regardé la landing page où vous expliquez un peu plus en détail Ouais. comment vous mettez en place le programme d'affiliation. Ouais. Et j'ai l'impression de comprendre que c'est l'un des leviers principaux chez vous en termes d'acquise en ce moment. Ouais, en ce moment, Le volume généré en rétrocom. ouais, alors, en ce moment, c'est devenu notre canal d'acquisition numéro 1 dans la dernière année. En fait, on a fait un move un peu risqué. Donc, très tôt, on a eu un programme d'affiliation. C'était vraiment l'époque où tu fais les trucs, tu dis make it work and make it better. Donc, vraiment, tu fais le truc. Ok, tu as 3 clients qui disent je veux un programme d'affiliation. Ok, tu génères un PDF qui dit qu'il y a un truc, il signe en bas les contrats de l'affiliation et tu lui mets une clé de tracking et tu espères que ça va marcher. On a fait ça pendant 18 mois. Et à un moment, on peut parler de ça aussi, à un moment, on s'est dit qu'on allait faire un lancement AppSumo. Je ne sais pas si vous connaissez AppSumo. Ouais. Le faites jamais, si jamais. On peut discuter de ça parce que c'est vraiment un des gros fails de la boîte. Et en fait, AppSumo, on se dit, OK, c'est beaucoup de solopreneurs dans la base, etc. Donc on se dit, on va mettre en place un système d'affiliation qui est beaucoup plus carré et qui va nous permettre de passer à l'échelle de cette partie affiliation, en particulier aux US. À ce moment-là, on a bien envie d'aller aux US. Vas-y. Est-ce que tu utilises PartnerStyle? Non. Non, justement, à ce moment-là, on fait un tour des outils, on se rend compte qu'il n'y a a priori rien qui nous sert. À ce moment-là, on a aussi la mauvaise tendance de vouloir tout refaire de nous-mêmes. C'est un peu les founders tech à ce moment-là qui sont un peu non, mais c'est chiant de s'intégrer, on va refaire nous-mêmes, etc. Et donc, on lance un programme en interne de faire notre propre plateforme qui nous permet de gérer et d'automatiser les commissions. À ce moment-là, c'est un truc assez risqué. On passe 3 mois à dev ça avec la deadline d'être prêt pour le lancement AppSumo. Et aujourd'hui, c'est un super move qu'on a fait parce qu'en fait, ça nous a permis d'avoir 100% de contrôle sur la gestion de notre système d'affiliation et de vraiment travailler dessus avec cette idée que la commission, c'est 50%. En fait, ça paraît énorme, mais sur le SaaS, tu marges à 90%. Et quand tu commences à faire de la paid acquisition et que tu vas sur Google et que tu fais ton SEO, tu te rends compte qu'assez vite, pour avoir un ratio de je dépense 1, j'ai 2, c'est hyper difficile, enfin, c'est quasi impossible.
Et là, tu as un ratio systématique avec un BFR positif, c'est-à-dire que tu payes la commission toujours après que le client est payé. Et donc on se dit en fait c'est vraiment un canal d'acquisition qui est royal et il y a un vrai intérêt, en particulier sur notre sujet qui est on cible des gens qui ne sont pas éduqués, donc il faut les éduquer. Et donc, s'il y a un maximum de gens qui ont une brand dans leur domaine, de la vente, etc., qui parlent du produit et qui font du contenu éducatif, bah derrière, ça va vraiment nous servir à l'échelle dans cette idée d'éduquer et d'évangéliser le truc. Et donc, on leur fait une commission qui est énorme. Comme ça, c'est un no-brainer en fait. Ils ne vont pas utiliser le programme de la concurrence, ils viennent chez nous sur le programme d'affiliation et ils ont une vraie rétribution. Et donc, aujourd'hui, on a un back-office qui automatise 100% des coms directement avec Stripe et qui fait qu'on n'a quasiment rien à gérer sauf certains pays spécifiques. Et tu as vu, désolé, ma question est longue, tu as vu des synergies sur ta stratégie SEO en mettant en place ce programme d'affiliation? Pas plus que ça, plutôt l'inverse. C'est qu'en fait, les solopreneurs, ils ont rarement des super noms de domaine avec des autorités de ouf. Donc, assez vite, tu as beaucoup de gens qui pointent vers toi et qui ne sont pas forcément des sites reconnus. On a aussi quand même un problème récurrent. Je pense que ça vaut le coup, mais forcément, quand tu as autant d'argent à se faire sur le truc, bah, par exemple, on se bataille avec Google sur tous les gens qui font de la pub sur notre nom de marque. Ouais, on a eu ça aussi. Ça m'a bien cassé. Et aujourd'hui, on a des petits process internes, rien qui nous assure que ça ne va pas arriver. Ouais. Mais tu vois, on sait que si un mec qui dépasse les 20 affiliés, tout de suite, on va checker son compte, on regarde ce qu'il fait, on essaie de voir si on a des petits process pour essayer de réduire ça. Parce que le mec, sinon, il prend juste ta brand, tous les gens qui cherchent ton nom. On a des gens qui ont acheté des noms de domaine similaires, Walaxy avec un I, tu vois, Walaxy, Product, tu vois, qui vont essayer de trouver des noms de domaine qui matchent. Et comme ça, ils vont bet contre toi sur ta marque. Et donc là, c'est ton branding qui juste fait de l'affiliation, c'est dommage. Ouais, puis tu payes des searches qui se réduisent payes chez toi de toutes les façons en organique. ça. Quoi. Ça, nous, on s'est fait enfler avec ça, pas possible. Quoi. Donc le jour où on a repéré ça, on s'est dit, OK, il faut quelqu'un à plein temps, il faut surveiller tout, on a cuté parce que c'était trop compliqué. Pour moi, il y a aussi ce biais de dire vu qu'il y a des gens qui trichent, j'arrête. Alors qu'en fait, ça vaut quand même le coup et tu acceptes qu'il y a un petit coup. Enfin, nous, ça a été notre raisonnement, c'est de dire il y a des gens qui vont tricher. Tu vois, on a plein d'agences qui font de la lead gen et qui ont 10 comptes. Ils passent par le système d'affiliation et ils s'auto-rémunèrent sur les clients qu'ils ont. Ok, enfin, ça reste intéressant pour nous au global d'avoir autant de gens qui parlent du produit à l'échelle et en particulier, comme je disais, à l'international où du coup, tu as des gens dans les pays qui vont créer du contenu. Et donc, parmi nos meilleurs ambassadeurs, on en a qui sont en Italie, tu vois, et qui ont amené 50 mecs payants. C'est des trucs que tu n'auras pas autrement, quoi. Ouais, nous, on était à 20%, pas 50%. Ouais. Et la raison pour laquelle on l'a coupé, contrairement à vous, c'est que nous, le produit est de plus en plus complexe et que le self-service chez nous, ça ne marche plus du tout. Parce qu'il y a un tel niveau de complexité pour adresser des besoins mid-market, enterprise et tout, que ça faut une démo, un machin, un accompagnement, que c'est un CSM, une formation. Donc l'affiliation, ça n'a plus aucun sens. Quoi. Ouais. Vas-y. Les 50%, c'est basé sur quoi? Sur toutes les ventes générées. Donc en gros, quelle période? 5 ans, 5 on ans. disait. Sur 5 ans? Ouais. Donc moi, je prends un abonnement pour 5 ans. Ouais. Non, je prends En gros, toi, tu as un abonnement Tu récurrent. payes un abonnement tous les mois. Tous les mois, la tous moitié les- de ton abonnement, il va aller à C'est ça. l'affilié, l'autre moitié à toi, non. D'accord, mais tu disais que tu payais upfront sur 5 ans? Non. Non, En justement, termes là, de BFR, quand le client te paye, tu ne payes la com que quand le client t'a D'accord, payé. C'est ça. Donc, Si t'as du churn, ça s'arrête. et oui, Ah, ça ça s'arrête. Ah ouais. C'est ça. T'es fou Heureusement. Ouais. T'es fou, Thomas? Bah, c'était l'impression qu'elle parlait. Ouais. Et donc justement, là, c'est un truc sur lequel on travaille, par exemple, c'est au niveau du churn, c'est de se dire, ok, ces ambassadeurs-là, c'est aussi des gens qui peuvent accompagner les clients plus longtemps, etc. On a envie d'aller tester des trucs où dès qu'on a des warnings sur les utilisateurs qui vont churn, tu pings l'ambassadeur en disant, t'as vu, ce client-là, ça fait un mois qu'il n'utilise plus le produit, il va bientôt partir, peut-être tu as un intérêt à aller le relancer, ce genre de choses. L'essentiel de tes clients, c'est du very small business. Quoi. Ouais, on est vraiment, ouais. Donc, en fait, il utilise ton produit, comme tu l'as dit, au bout de 3 mois, il en a plus besoin. Ouais. Donc peut-être qu'il va le réactiver un an C'est après. ça. Mais entre-temps, tu as Ouais. du churn. Nous, on a 50% des raisons de churn dans le formulaire, c'est je fais une pause. Et on a 20% de notre new MRR qui vient de la réactivation. Donc des gens qui ont eu un abonnement passé et qui ont arrêté et qui sont revenus. Et ça vous avez analysé précisément votre time between order, en fait, le fait que tu t'abonnes, tu l'utilises 3 mois et puis tu te barres, mais tu reviens. Non, on n'a pas encore capable de te dire combien de temps tu reviens. Ouais. C'est un truc qu'on pourrait travailler. Ouais. Et mettre en pause le compte, vous le rendez Ouais, on est en train de possible, tester ça, de mettre en pause de compte. Il y a plein de SaaS qui font ça. Ouais, mais bon, je pense que ça reste des micro améliorations, quoi. Parce que si tu veux vraiment partir, tu pars. Enfin, t'as pas vraiment d'intérêt à mettre en pause, quoi.
Bah, toi, dans tes métriques, toi, dans ce que tu présentes comme métriques, ça te permet d'avoir, c'est différent, un mec qui dit non, Oui. je me barre, et un autre qui dit non, je vais L'utilisateur, il ne revenir. sait pas forcément quand il revient. Donc, en Ouais. fait, tu proposes de mettre en pause 3 mois. Ça veut dire juste ton abonnement, il se redémarre tout seul dans 3 mois. Est-ce que j'ai d'intérêt à faire ça par rapport à juste reprendre mon abonnement dans 3 mois, tu vois? Donc, je suis assez Un sceptique autre sur les truc que résultats de certains ça. font, c'est qu'ils mettent en pause pour 10 balles, tu vois. Ouais, ça, par contre, on veut tester ça. C'est si tu churn, tu perds toutes tes données. Tu gardes ton historique pour 10 Et balles pour par 5 mois. euros par mois, 10 euros Ouais, par c'est mois, ça. tu gardes ton historique. Et ça, c'est sûr qu'en métrique de churn, c'est intéressant. Je ne sais pas si Fincom permet de faire ça, et je ne sais pas si tu utilises Fincom, mais, Ouais. mais analyser ton time between order, si c'est des périodes relativement courtes, en fait, Feature request. ça se transforme quasiment en faux churn, si tu veux. Ouais, carrément. Ouais. En revanche, à contrario, si tu n'as pas ça, faut sortir les rames. Quoi, Ouais. 10% de churn par mois. Ouais, c'est ça. C'est Mais nous, pas on un roadmap, ouais. Mais nous, aujourd'hui, on est très mauvais à mesurer notre churn. C'est pour te dire, quelqu'un qui, on a dans les systèmes de team avec plusieurs sites, si tu changes de captain de team, ça compte comme un churn aujourd'hui. Donc, tu vois, on est très mauvais à évaluer notre churn aujourd'hui. Et un des trucs où on est vraiment mauvais, c'est la data globalement. C'est pour ça qu'on utilise Fincom et qu'on est en train de travailler aussi avec eux sur l'idée de connecter nos données user aux données financières pour faire des liens, quoi. Ah, je me permets, je ne veux pas faire de la pub pour Fincom, parce que Emmerich l'a déjà très bien fait. Ouais. Bon, malheureusement, je suis plutôt un homme de chiffres qu'un homme de tech, mais quand tu es un homme de tech, tu es forcément aussi un homme de chiffres. Ouais. La beauté du SaaS, c'est que tu peux tout mesurer. Ouais, bien sûr, ouais. Donc, si tu peux mesurer les choses, tu peux les améliorer. Ouais. Mais si tu les mesures pas, et Ah bah oui, complètement d'accord, ouais. KPIs, Bah oui. en fait, je vois pas comment tu peux mesurer l'amélioration des choses si tu ne suis pas tes KPIs. Ouais. Après, la problématique, c'est d'aller mesurer des KPI qui sont hyper micro liés à ta base d'utilisateurs. C'est-à-dire que mesurer tes performances financières, c'est quelque chose qui est assez facile. Tu peux assez vite rentrer dans des détails. Mais est-ce que ça te donne des leviers, tu vois? Savoir quel est mon MRR par pays, c'est une donnée intéressante. Mais est-ce que c'est un vrai levier? Bah, ok, je vois que j'ai une traction ici. Est-ce que ça me permet de savoir d'où elle vient, etc. Et donc, l'enjeu, ça va être, en tout cas, notre enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de connecter cette donnée financière à la donnée utilisateur pour dire, bah, en fait, si j'ai plus de MRR en Allemagne, c'est quoi? J'ai plus d'acquisition, j'ai plus de conversion, j'ai plus de rétention, d'être capable de faire les connexions entre tout ça, quoi. Ça a vachement de valeur, cette Mm. information. Ça te permet, si tu vois ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, même si dans les outils de BI que tu as, tu n'as pas la réponse, au moins tu sais où il faut aller creuser. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, je sais qu'on a killé le Brésil à un moment donné, parce qu'on regardait dans Chartmogul à l'époque, paix à son âme, on regardait les chiffres et on voyait le Brésil qui flattait, qui n'avait plus de croissance, et les autres qui étaient comme ça, et l'Allemagne qui était comme ça. On a fait OK, le Brésil c'est tout petit, c'est flat, l'Allemagne ça fait le triple, c'est comme ça. On cut, quoi. Donc la donnée par tranche de trucs. Est-ce que vous avez adapté votre pricing au pays? On avez a testé adapté les currencies au pays. Ouais. Donc si ça s'affiche en dollars ou en euros, Ouais. ou c'est tout pour l'instant. On n'a pas essayé les pounds encore. Mais on n'a pas adapté, on n'a pas converti. C'est-à-dire que c'est 99 $ ou 99 euros. On n'a pas fait l'équivalent en dollars, quoi. Ok. On est en train de le tester. Ouais. Là, on a d'abord fait les currencies avec tous les pays qui avaient plus de 1%. Ouais. On s'est rendu compte que dans certains pays, ce n'était pas une bonne idée. Genre en Argentine, ils ont tellement d'inflation qu'ils veulent payer en dollars, parce qu'en fait, ça n'a pas de sens pour eux de payer en pesos argentins. Par contre, on est en train d'essayer de faire une stratégie de pricing par pays et d'adapter nos prix au niveau de vie pour être capable de potentiellement pénétrer des marchés, voire même jouer avec des marchés où on veut aller. Aujourd'hui, par exemple, on est assez cher en France, on a bien monté nos prix, mais sur des marchés où on veut rentrer, typiquement Espagne ou Italie, d'arriver avec des prix cassés par rapport au marché pour vraiment créer de l'adoption sur plusieurs mois et petit à petit monter les prix au fur et à mesure qu'on a de l'attraction là-bas. Avec un VPN sur l'Italie, vous pouvez payer Walaxy moins cher. Ça. On ne l'a pas encore mis en place, mais c'est un projet de le mettre en place. Ouais. Et justement, quand on a préparé un peu la session ce soir, Tony, tu nous disais avec Emmerich que tu avais fait pas mal d'itérations pour aboutir à un niveau de pricing plus élevé. Est-ce que tu peux nous parler un peu du process que tu as suivi justement pour arriver un peu au cap de pricing, en tout cas premium en France? Alors moi, j'ai le meilleur process du monde. Le matin, avec mon associé, on arrive, on fait « Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas augmenté nos prix, est-ce qu'on ne montrait pas les prix ?» Et après, on dit bon, 5 euros, 10 euros, bon. Et puis on voit. Puis en général, on fait ça, on a un process où on sait le faire à la journée. Donc on arrive le matin, on décide ça, le soir, les prix sont mis à jour sur la ligne, tous les nouveaux clients payent le nouveau prix. Et le lendemain, tu fais plus X% de chiffre d'affaires, c'était l'augmentation de tes prix. C'est des nouveaux clients. Vous le faites pas sur les anciens? Donc on l'a fait sur. Au début, on le faisait que sur nos nouveaux clients. Et là, on a essayé de le faire sur toute notre base historique.
Et là, ça a été un peu plus compliqué. On a une bonne explosion du churn quand même, significative. Et là, on pense au prix palier, ou voire même on réfléchit à descendre un petit peu, parce qu'on pense qu'on est allé un peu trop haut, et qu'on se rend compte qu'en termes d'adoption client, ça a quand même drastiquement baissé. Aussi parce que LinkedIn a fait des moves de réduire les invitations possibles, etc. Ils ont restreint des features. Maintenant, tu veux envoyer une note d'invitation, c'est un truc premium, etc. Et donc, on a une baisse de valeur du produit de par les moves que LinkedIn a fait, plus une augmentation des prix. Donc là, on est sur un ratio qui est un peu moins intéressant. On réfléchit à tester des prix plus bas. Et donc, c'est aussi l'idée, typiquement, d'aller baisser les prix dans certains pays pour voir, avant de le faire sur la France, qui reste notre marché principal, de se dire, OK, typiquement, UK, on doit avoir 5 ou 6% de notre revenu là-bas. On se dit, OK, on va aller baisser les prix en livres là-bas et on verra si on a une traction plus intéressante sur 3-6 mois. Et si c'est le cas, on fera peut-être ce move en France après, quoi. On a fait plein d'augmentations de prix au début et les premières, elles ont été super géniales. On a gagné plus d'argent, c'était la fête, on buvait des coups, on était super contents. Puis à un moment donné, tu tapes un truc et quand tu passes au-dessus de ce truc, ça commence à tomber. Donc il faut faire vachement gaffe. Je pense que le fait de l'augmenter petit bout par petit bout est une très bonne idée. Nous, on a tapé un peu trop fort. On est passé de 199 à 249 d'un coup et on a tanké de 10% l'acquisition. Ouais, c'est ça. Et je pense que si on était passé de 199 à 209, puis à 219, en essayant de faire ça un peu régulièrement, on aurait nous, en septembre, on a fait 40% et ça a piqué un peu. Ouais, 40% c'est beaucoup. Ouais. Mais du coup, aujourd'hui, on génère on génère 3 fois plus de revenus qu'il y a 2 ans avec le même nombre de clients total. Ouais. L'autre truc aussi, c'est de faire payer d'augmenter les anciens. Donc on a fait 2 choses. On a fait pareil, passer au nouveau tarif. Là, on a pris, c'était une hémorragie. Le churn dans tous les sens sur le segment sur qui on l'avait fait. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on leur dit, tu peux garder le même prix si tu passes en annuel. Voilà, ça améliore la rétention. Si tu ne veux pas passer en annuel, tu seras augmenté de 10%. Et on fait une augmente entre 8 et 10, mais un truc beaucoup plus raisonnable, donc ce n'est pas 40 ou 35. Où on avait généré un taux de churn énorme, tu passes de 99 à 108 ou à 110, 109. Une des techniques que je n'ai pas utilisées, mais que j'utiliserais si je devais le refaire, c'est même tu augmentes tes prix pour tout le monde, puis le mec qui vient en support et dit « Ah, c'est trop cher », tu dis « Ok, je te laisse au prix d'avant ». Et en fait, tous ceux qui sont prêts à payer plus cher, ils payent plus cher. Et ceux qui ne sont pas contents, tu les sers quand même en disant « Ok, je te laisse au prix d'avant ». Et en fait, tu peux… Mais un risque qui te churn sans aller au support. Ouais, c'est ça. Oui, bien sûr, tu as toujours un risque qui te churn sans aller au support. Hein. Mais c'est pareil, tu peux les qualifier. S'il met « Ah, je churn prix trop élevé » ou suite à l'augmentation du prix, boum, boum, tu lui dis gardez sur le même tarif. Et, tu vois. C'est ça la beauté du SaaS aussi. Hein. Ouais. Vas-y. Non, j'ai une question. Du coup, les prix, tu es plutôt en mode standard. Du coup, tu n'as jamais fait d'études Non. Non, j'ai vraiment augmenté jusqu'à ce que ça soit trop. Ouais. Mais après, je pense que tu as aussi, dans ton augmentation, il y a aussi l'idée que nous, particulièrement, on a la brand qui s'est développée. Et en fait, ta brand, c'est quand même ton meilleur levier de valeur perçue. Et donc, quand tu commences, nous, on est devenu numéro 1 de notre marché sur la partie automatisation LinkedIn. Donc, d'un seul coup, tu as une brand qui fait que tu peux pricer plus cher. La brand, c'est vraiment le truc qui te permet de pricer plus cher. Aujourd'hui, tu vois des outils comme Intercom, ils sont démesurément chers par rapport à la concurrence qu'il y a sur le marché qui est bonne, mais ils ont cet avantage d'avoir une brand forte et donc ils arrivent à vendre plus cher. Donc, on l'a fait aussi à des moments où on avait l'intuition qu'on pouvait le faire parce qu'on avait une bonne traction en termes de branding et que les gens pouvaient payer plus cher pour le produit. En termes de valeur délivrée aux clients, ouais, non, pas encore. Mais vous avez l'ambition ou pas ? Ouais, on a des trucs en tête. Après, on reste beaucoup plus focus sur l'accessibilité. Tu vois, là, on travaille sur une refonte de l'onboarding où le but, une des problématiques qu'on a nous, sur notre produit, c'est que la valeur que tire l'utilisateur du produit, elle ne dépend pas de nous, elle dépend de l'utilisateur. C'est-à-dire que nous, on envoie des messages à des gens, mais si tu viens sur le produit, il faut que tu choisisses les gens et que tu rédiges les messages. Et le problème, c'est que vu qu'on sert des gens qui n'ont jamais fait de prospection, ils envoient des mauvais messages à des mauvaises personnes. Et donc souvent, ils vont dire, voilà, si ça ne marche pas, alors que nous, on a délivré ce qu'on doit délivrer, qui est envoyer des messages à des gens. Et donc, un de nos gros enjeux, et c'est d'utiliser l'IA pour ça, c'est d'être capable d'accompagner l'utilisateur en self-service pour lui dire, non, regarde, il faut que tu contactes ces personnes avec ce message. Et donc là, ça fait 1 an qu'on a sorti un premier truc qui nous permet de te proposer des prospects qui matchent avec un échantillon que tu lui as donné. Et là, on travaille sur une V2 où tu réponds à quelques questions et on te trouve les prospects, on te rédige les messages.
Et le but, c'est que, et donc là, on est en train de travailler sur un onboarding qui est même justement loginless. Tu arrives sur la landing page et on te dit qu'est-ce que tu veux faire. Poum, tu as 4 questions et on te trouve les prospects, on te rédige les messages. Tu as juste à faire lancer, bam, et ça lance ta campagne. Enfin, ça te login et ça lance la campagne, quoi. Juste sur les études de prix, je rebondis. J'ai un pote qui a fait Profitwell à $200 000 d'études de prix. Sa boîte, c'est Proposify, c'est une boîte pour faire des propositions commerciales. C'est super, c'est un super rapport, c'est hyper bien illustré, il y a des beaux dessins, il y a des beaux mots mis les uns derrière les autres qui font des belles phrases. Mais ça n'a absolument rien changé à son biz. C'est hyper intéressant intellectuellement, mais $200 000 pour un intérêt intellectuel qui n'impacte pas mon business, je trouve ça un peu cher. Et il y a plein d'autres cabinets qui font des études, souvent anglo-saxons, qui coûtent à peu près le même prix. Ouais. Mon expérience, c'est que c'est toi qui connais le mieux ce qui sont les features que les gens vont être prêts à payer plus cher. Ouais. Normalement, hopefully, c'est Ah, un job que dans le t'as fait. SaaS, on peut tout AB tester, c'est trop bien. Tu peux tester tout ça, tu peux faire de la customer discovery, des interviews et creuser. Et au final, c'est toi qui décides de la bande passante que tu veux y mettre, mais tu es le meilleur pour tester des choses sur ton prix. Sur tes tarifs, les études, c'est des bons compléments, mais c'est en général des compléments très très chers dont je trouve que le prix n'est pas justifié, quoi. Moi, ce que je recommande juste, c'est d'avoir un process interne pour être capable de bouger rapidement dessus. Ouais. Tu vois, nous, les premières itérations qu'on a faites, on s'est rendu compte que, par exemple, on affichait notre prix dans des articles de blog. Et qu'à chaque fois qu'on bougeait nos prix au support, c'était « Ah ouais, mais c'est pas les mêmes prix marqués sur l'article que ça. » On a dit « Non, maintenant, les prix, ils sont saisis à un seul endroit, c'est Stripe. Ouais. Et tous les autres endroits où c'est affiché, c'est cascade de ça. Et donc, la landing page, elle est connectée au pricing Stripe et ça nous évite d'avoir des problèmes, en fait. Et on change les prix sur Stripe, ça nous change tout notre truc. Et les blogs, si on veut mettre les prix, on met voir les prix, ça envoie vers la landing où il y a les prix, tu vois. Et ça a été des apprentissages qui font que… Ça, c'est une bonne pratique. Ouais. Après, toujours… Commencer haut, quitte à réduire. C'est facile de réduire le tarif quand tu t'es raté sur ton premier. C'est très compliqué de faire l'inverse. Ah, je sais pas. Hein. Moi, je… Sur la base existante, mais sur les nouveaux. Oui, c'est ça, sur la base existante. Ouais. Faire par petits bouts, pas faire des gros coups. Pas faire 30-40% d'augmente ou de réduc dans un sens ou dans l'autre. Ouais. Quand tu lances des add-ons en premier, tu les mets en Trop bêta cher. gratuit et puis tu les montes progressivement. Ouais. C'est par petits bouts, par itération. Il faut faire comme on fait tout le reste, il faut être très itératif, quoi. Ouais. Non, parce que la vérité, tu l'as pas. C'est l'itération qui va te la donner. Vous avez déjà eu un free plan ou... Ouais, on a un free plan. On a un free plan et maintenant, il ne sert plus à grand-chose. Au début, on avait un free plan et ça nous a drivé pas mal d'acquisitions. Très difficile de dire si ça nous a vraiment drivé de la conversion. Tu l'avais en porte d'entrée, tu l'avais pas en porte de sortie si ça convertissait pas dans ton produit? Les deux. En fait, tu rentrais par le free trial et après, au bout de ta semaine de free trial, soit tu basculais en freemium, soit tu basculais sur les plans payants. Au début, on a vraiment fait un positionnement à ce moment-là, c'est que LinkedIn te permettait d'envoyer 500 invites par semaine. Et donc, on avait un plan 100 invites par semaine gratuit et avec quasiment toutes les features. Donc, on jouait vraiment sur les quotas. Ça drivait pas mal d'acquisitions et de brand. Malheureusement, LinkedIn, ils ont revu leur truc et d'un seul coup, les 100, c'était par semaine pour tous les utilisateurs. Donc, on ne pouvait plus faire ça en gratuit, sinon le produit n'avait plus de valeur. On a fini par l'éteindre petit à petit. Et là, on réfléchit à faire des itérations dessus pour voir, parce qu'on sait que ça drive pas mal d'acquisitions et de branding. Et nous, vu qu'on est en self-service, on a un vrai intérêt à avoir un modèle freemium où tu as de la valeur dedans. Et donc, on est en réflexion sur cette partie produit pour itérer, peut-être mettre d'autres features en payant et remettre les full quotas d'invitation. Il y a des réflexions. Ouais. Alors, on en a fait un aussi, mais c'est de la lead gen pure et dure, quoi. Ouais. C'est pas du tout du PLG, quoi. Nous, on a activé une note il n'y a pas si longtemps que ça et on a fait une grosse OP de conversion avec des discounts et compagnie qui a plutôt bien marché. Ouais. Mais là, aujourd'hui, on est en train de se demander si finalement, c'est pas une mauvaise idée de l'avoir tué et c'est juste que c'est des fonctionnalités qu'on attend dans ce free plan qui doivent apporter de la valeur à l'utilisateur et d'inciter à convertir. Ouais. Moi, perso, dans ma conception du SaaS, je trouve ça trop cool les free plans, enfin les freemium, tu vois. Sur un autre outil qu'on a lancé, qu'on ne gère plus du tout, qui s'appelle Podawa et qui permet d'avoir des likes et des coms sur LinkedIn, tout ça, c'est un peu shady. On a tout un module en fait, tes likes et tes commentaires te coûtent des crédits, mais vu que c'est un tool communautaire, on a besoin que les gens contribuent en laissant leur compte mettre des likes et des commentaires. Tu as un système de rétribution quand ton compte il est utilisé, et donc tu peux vraiment freeride le tool si ton compte il est assez utilisé, et donc tu as une incentive à rejoindre des groupes, etc. Et à l'inverse, ton plan payant, il te permet que ton compte ne soit pas utilisé. Et donc, ceux qui ne sont pas OK pour ça, ils prennent le plan payant et ils peuvent utiliser l'outil sans que leur compte soit utilisé. Et ça a assez bien marché. Tu vois. Et le produit, ça fait 3 ans qu'il est lancé. On ne fait rien dessus depuis 2 ans, zéro marketing, zéro tech, rien. Et il est stable à 15 000 de MRR et il attend. Et je le connais en plus. Là. Ouais. C'est ça. Et voilà. Bon, c'est un peu shady, donc c'est aussi pour ça qu'on ne fait pas grand-chose dessus. Mais... Vous avez déjà
usage. Pardon. Ça, c'est mon rêve. Ça, c'est comment Ouais, c'est mon rêve d'avoir une boîte en usage-based pricing. Ouais. Ouais, moi, c'est les modèles type. Moi aussi. Ouais. Où je me suis dit, c'est incroyable leur manière de vendre. Ouais. Il y a des moments où ça coûte très très cher. Et tu les appelles, tu leur dis, ça m'a coûté beaucoup trop cher. Et tu dis, bah, tu passes au plan dessus si tu veux. Ouais. Et tu dis, d'accord, merci. D'accord, on passe au plan. Mais voilà, Mailjet, Mailchimp, un autre très bel exemple de prix de boîte qui a fait un super pricing à l'usage, qui s'est vendu plusieurs milliards et qui a très bien fonctionné. Et si dans ton industrie il y a ce truc-là, cool pour toi. S'il n'y a pas ce truc-là, c'est pas ton cas, c'est pas le mien non plus, bah, tu peux pas quoi. Nous, on l'a mis en place sur on a une feature d'enrichissement d'email, on connecte à Drop Contact, outil d'enrichissement d'email, et on facture ça à notre client direct. On l'a mis en place dessus. Aujourd'hui, c'est même pas 1% de notre MRR. Il faut créer de l'adoption sur la feature pour que ce soit le cas. Mais ouais, moi, c'est un truc que j'aimerais bien faire. C'est vraiment un truc, tu as du bol ou tu n'as pas de bol. Quoi. Pour moi, ça fait partie de la chance de l'industrie dans laquelle tu es et du fait que cette industrie, elle accepte de payer à l'usage et pas au siège ou autre chose. Quoi. Bah, en fait, pour moi, il faut que la valeur dérivée du produit, elle doit être liée à cet usage. Ouais. Et du coup, si ton produit ne permet pas d'avoir une valeur qui est plus tu payes d'usage, plus tu as de valeur, ça ne peut pas marcher, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu touches un plafond. Quoi. Ouais, après, tu touches forcément un Charles plafond. Mogul qui te fait payer au MRR, au bout d'un moment, quand tu as le même produit et que tu payes le triple parce que tu as triplé ton MRR, tu trouves que ça va bien. Ouais. Excuse-moi. Vous envoyez des messages sur LinkedIn, vous faites des connexions sur LinkedIn, on Ouais. aurait pensé que ça puisse se faire. Mais vu qu'on est limité par LinkedIn, ça veut dire que je ne peux pas t'upsell beaucoup, quoi. Parce qu'en fait, LinkedIn permet d'envoyer 100 invites par semaine. Donc si je te facture à l'invite, je peux, mais j'ai un plafond aussi, quoi. Et en termes de valeur perçue, du coup, tu vas payer à l'invite envoyé. On y a déjà réfléchi, mais effectivement, c'est compliqué, quoi. Ouais, la question que je voulais vous poser, c'était sur le onboarding, le self-onboarding. Ouais. Parce que tout à l'heure, tu parlais donc il faut que le user en fait fasse des actions. Alors il y a la partie message, messaging et puis matching avec les profils, mais sur la partie adoption self-service, self-onboarding, est-ce que vous avez testé entre des outils propriétaires, vous à développer dans l'appli, les listes à tous, vous avez fait quel test et quel choix sur le self-onboarding? Ok. Quand toi, tu as un onboarding en tête, tu parles du petit tuto qui te montre les fonctionnalités. Ouais, Ok. tu parlais tout à l'heure de la checklist, des points à faire. Ok, parce que moi, je suis un peu plus extrême sur l'onboarding et déjà, je pense que ça sert rare. Enfin, la majorité du temps, il est skippé par les gens et au final, il ne te permet pas forcément de voir la valeur. Moi, mon raisonnement de base sur le onboarding, c'est déjà de raisonner vraiment en activation. Ça, c'est vraiment le truc que nous, dès le départ, on a le plus travaillé, en particulier sur prospecting, quand on était dans cette phase-là, c'était si le mec il y a plus de 3 fois par jour quelqu'un au support qui ne comprend pas une étape qui lui permet de s'activer, il faut qu'on itère dessus. Et donc, on a d'abord travaillé sur les métriques d'activation. Pour moi, c'est la première étape, c'est déterminer l'activation, c'est vraiment à quel moment ton utilisateur il voit la valeur et comment tu fais pour ensuite lui amener la valeur le plus vite possible. Et tu as souvent une métrique phare d'activation, mais tu as un peu des métriques intermédiaires. Tu vois. Nous, on sait que… Et elle peut changer dans le temps. Nous, notre métrique d'activation au départ, c'était la personne, elle a lancé une campagne de prospection. Elle a lancé une campagne de prospection. Assez vite, on s'est rendu compte que ce serait bien qu'elle ait lancé une campagne de prospection avec une centaine d'invitations, parce que des fois, si tu as lancé une campagne sur un prospect, tu ne vois pas la valeur du produit. Ça, c'était notre métrique d'activation avant. Aujourd'hui, par exemple, elle a changé parce que ça s'est tellement démocratisé que maintenant, les gens ne voient plus la valeur quand les invitations elles partent sur LinkedIn, mais quand ils ont des réponses. Donc, nous, notre métrique finale d'activation, c'est d'avoir généré 10 réponses pour notre utilisateur. Donc, ça, c'est déjà la première étape qui te permet bien de savoir où tu amènes la valeur et ensuite les étapes intermédiaires. Et donc, nous, on sait que pour avoir 10 réponses, il faut que tu aies lancé une campagne sur au moins 100 personnes. Et pour lancer une campagne, il faut que tu aies trouvé des prospects. On a une étape qui est c'est obligé, tu dois aller sur LinkedIn trouver des prospects. Et donc, c'est notre métrique d'activation. Et donc, ça va vraiment être les 3 métriques sur lesquelles on se focalise. Autant en termes d'onboarding, donc sur le produit, t'amener sur ces fonctionnalités-là. La checklist que tu as, vraiment, nous, tu ne peux pas accéder au dashboard tant que tu n'as pas fait ces 3 étapes-là. Donc, tu as vraiment checklist. Pour te dire, on n'a même pas de ce qu'on appelle un product tour, on n'a même pas ça sur le produit principal. Et ensuite, nous, on pense onboarding aussi dans toutes les communications qu'on fait à l'utilisateur. Donc, en fait, on a un certain nombre de communications qui sont conditionnées aux actions que tu as faites. Si tu n'as pas encore importé de prospect, dans les 3 jours, je t'envoie un email avec un tuto vraiment spécifique sur comment trouver tes prospects, voire même définir ton persona, etc. Quelque chose qui va vraiment être focalisé sur cette étape-là. Alors qu'à l'inverse, tu as importé des prospects, tu n'as pas lancé de campagne, je vais t'envoyer plutôt un contenu sur ton copywriting. Comment écrire des messages, 10 templates de messages de prospection, ce genre de choses. Et donc, il y a vraiment une logique de se positionner en fonction de l'étape à laquelle ton utilisateur il est et dans ton parcours
typiquement, justement, on veut générer des réponses. Donc maintenant, on a un petit assistant qui te donne les taux de réponse moyens des campagnes pour que tu saches si tu es un peu dans la bonne zone ou pas. Ça va donner des infos à l'utilisateur. Et là, maintenant, on est dans ce truc de carrément faire le taf le plus possible pour lui avec un générateur de messages de prospection, avec tout ce truc-là pour qu'il ait le moins de réflexion possible. Ensuite, dans ce qu'on a eu testé, on a eu testé vraiment des livres de quêtes où vraiment tu as plein de micro-étapes et tu gagnes des jours de crédit, tu gagnes des jours de trial. Les résultats n'étaient pas non plus significatifs. Ça marchait bien pour les premières étapes. Après, quand on parlait de la learning curve et d'arriver à amener à d'autres fonctionnalités, c'était moins efficace. Un des trucs qu'on a adoré faire, qu'on ne fait plus malheureusement, mais et qui est difficile à faire, c'est que nous, on a le LinkedIn des gens. Et du coup, à un moment, on avait un système custom en interne où quand tu passais pas certaines étapes dans le produit, donc typiquement, 3 jours après ton inscription, tu n'avais pas lancé ta campagne, on t'envoyait des messages avec nos comptes LinkedIn. Et on disait « Ah, salut, j'ai vu qu'il n'avait pas encore lancé de campagne sur son compte, est-ce que je peux t'aider sur un truc, etc. » Et on allait vraiment outreach automatiser mais les clients, enfin les utilisateurs. Et ça marchait super bien parce que dans le cas 1, ils ne pensaient pas que c'était automatisé, donc c'était effet waouh. Et dans le cas 2, ils disaient « Ah, c'est automatisé, ils savent vraiment bien utiliser leur produit, ça a l'air cool. » Et ils revenaient sur la plateforme pour ça. Donc on avait des super taux. Malheureusement, ça a été compliqué de passer à l'échelle parce qu'on a 10 000 utilisateurs par mois maintenant sur le produit. Donc c'est un peu galère de faire ces automatisations-là. Ouais, voilà. Je ne sais pas si ça répondait à ta question sur cette partie-là. Et si, pour aller plus loin, excuse-moi, mais un des trucs qu'on a testé sur un autre produit sur Podawa, c'était on se demandait, OK, sur Podawa, il fallait d'abord, dans les étapes, rejoindre un groupe qui allait pouvoir te donner des likes pour ensuite mettre ton post, pour ensuite demander des likes et des commentaires, pour ensuite les avoir. C'était vachement long comme process. Et nous, on s'était rendu compte que l'activation sur ce produit, la valeur, c'était tu as 100 likes sur ton post. Et donc, quand tu t'inscrivais, on allait automatiquement récupérer ton dernier post LinkedIn. On t'enlevait la feature commentaire, tu avais juste les likes, voilà. Et on te mettait dans un groupe par défaut avec d'autres gens qui venaient s'inscrire. Et de sorte que tu avais 2 clics sur ton onboarding sur Podawa, c'était vraiment j'arrive, on t'a récupéré ton post, choisir le nombre de likes, par défaut c'est 100, valider, boum. Et derrière, dès que la distribution des likes était terminée, 2 jours après, on t'envoyait un petit mail en disant ah ben voilà, ton post il a reçu tant de likes en plus que tes posts précédents et tant de vues en plus, etc. Et on a essayé de t'amener le plus possible la valeur qu'on t'avait délivrée sur le produit. Et ça marchait vraiment bien. Donc quand c'est possible, c'est cool. On parlait de la data tout à l'heure et notamment de l'IA. Vous avez la chance de savoir quels sont les messages qui matchent. Ouais. Ceux qui matchent moins bien, donc vous avez une base de données en or. Est-ce que vous allez l'utiliser? Ouais. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a commencé à faire ça avant même que GPT-4 sorte. On a commencé à entraîner des modèles. On avait un docteur en IA, on entraînait des modèles sur nos messages de prospection. Et on s'est rendu compte que ça ne marchait pas du tout. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de bons messages de prospection. Et il y a des standards. Mais en fait, c'est très dur d'entraîner un modèle sur ça. Parce que c'est très, très spécifique au business, en fait. Et là, on a fait un peu l'inverse. C'est qu'on a plutôt travaillé sur un super prompt avec 2-3 exemples qu'on avait pré-choisis, etc. Et on a un modèle maintenant qui délivre des messages et qui n'est pas basé sur notre base d'utilisateurs, mais plutôt sur notre connaissance de base. Et on a fait nous-mêmes des tests pour se dire, OK, est-ce que ça, c'est un bon message de résultat, etc. Et en fait, vraiment, à un moment, on essayait de faire un améliorateur de message. Tu écrivais ton message, il est censé l'améliorer. Et en fait, il est très mauvais à comprendre les composantes exactes de ce qui faisait un bon message de prospection. Et aujourd'hui, on a une IA qui te fait un message qui est dans le top 20%, mais qui ne sera jamais dans le top 5%. Parce que le top 5%, c'est un message qui, par définition, ne respecte pas les standards. Parce un message de prospection, il faut générer de la curiosité. Et donc, par définition, l'IA, elle a une limite créative. C'est que justement, elle se base sur tout ce que les gens font. Mais aujourd'hui, on est tous sur LinkedIn et on a tous plusieurs invites et messages de prospection par jour qui sont tous très standardisés. Et l'IA, elle a du mal à sortir de ça quand même. Et donc, ceux qui marchent le mieux sont capables de faire des messages qui sont extrêmement originaux. Et qui du coup vont générer de la curiosité et un truc qui se distingue, quoi. Ouais. Tu vois, c'est la customisation, la personnalisation au destinataire, etc. C'est ça. Donc là, le projet, c'est plutôt d'arriver à personnaliser les messages basés sur les profils. C'est-à-dire à faire un message unique pour chaque personne que tu contactes avec l'IA. Et ça, c'est possible. C'est un peu compliqué à amener à l'utilisateur final parce que selon ce qu'il raconte, tu n'as pas la main sur ça. Donc il y a un peu des enjeux d'adoption et de comment on délivre ça.
Mais c'est un projet d'arriver à faire en sorte que justement, je vois une expérience dans ton profil et je fais jouer ça. Et quand on a fait des tests, c'est marrant, tu vois. On faisait des tests sur le fait de vendre la fonctionnalité inbox, donc notre fonctionnalité de messagerie. Et ça allait sur le profil, là, la personne, elle marquait que je suis quelqu'un d'organisé. C'est en tant que personne organisée, j'ai vu sur le profil que tu es organisé. Ça doit vraiment être pratique pour vous. Enfin, vous auriez vraiment besoin vous pourriez gérer vos messages et tout, organiser vos conversations, mettre des tags, etc. Et tu avais un message qui était custom par rapport à des choses qui étaient écrites sur le profil. Mais voilà, c'est bon ce que la personne. On va prendre 2 dernières questions. Ouais. Je sais qu'il y en a Je une parle là. beaucoup. Et puis après là. Vas-y. Je reviens sur ton parc client et sur ta cible qui était les boîtes de dirigeants de 40 Ouais. à 100 ans. Je crois que c'était il y a 2 ans à peu près, tu as lancé une offre lifetime sur AppSumo. Ouais. C'est pas obligatoirement c'est ta cible d'origine, c'est plutôt des gros hackers, plutôt parfois même il y a quelques personnes qui veulent absolument une solution gratuite avec une fonctionnalité. Ça a été des bons clients. Je suis content que tu. Content d'avoir la question. Je suis content d'avoir la question parce que j'ai dit qu'on en parlerait peut-être et que c'est un vrai, c'est une vraie gros fail que nous on a mené et on l'a payé super cher, vraiment. Ça nous a coûté vraiment beaucoup. Ouais, AppSumo. J'ai demandé pourquoi, parce que en général, c'est pas les bons clients en fait. En fait, c'est ça. Donc, pour recadrer ceux qui ne connaissent pas AppSumo, c'est une plateforme américaine où ils ont une énorme communauté, genre plusieurs millions de personnes, et ils font des deals qui sont vraiment très intéressants avec les SaaS en général. Donc, en général, c'est des lifetime deals, donc il n'y a pas de renew, c'est paiement cash et tu as licence à vie avec toutes les fonctionnalités, et avec en général des discounts qui sont vraiment énormes. Nous, pour vous dire, on avait, je crois qu'on a fait le truc à 15, on vendait des compagnies, donc des 15 places sur l'outil. Donc déjà, personne n'avait ça de base. 15 places sur l'outil pour un truc du genre $150. On parlait d'un truc qui valait 15 000 € par an, quoi. Et ça devait faire un truc qui valait 15 000 € par an, je vendais $150. Sur ces $150, AppSumo, ils prennent 80%. Donc en fait, c'est 80 maintenant. Donc nous, c'est 70. Ils ont augmenté. Ouais. Donc nous, on gagnait un truc genre $35 pour ça. Mais on avait compris qu'on n'allait pas faire d'argent dessus et notre stratégie c'était de dire en fait on veut de la brand aux US, on veut se développer là-bas et faire de l'acquisition, donc c'est une super manière de se lancer. Il y avait des boîtes dans notre écosystème qui l'avaient fait, dont Lemlist qui avait lancé leur business sur ça, et donc on s'est dit go faire ça, on accepte qu'il y a un petit coup. On a lancé ça, on a été genre le top deal du mois, on a vendu un truc du genre 6500 licences. Et en fait, ça a été un calvaire pas possible. D'ailleurs, déjà, c'est les pires clients du monde. Non, vraiment, c'est des poisons. Hein. C'est vraiment, vous avez jamais vu ça. C'est les gens au support. Nous, aujourd'hui, on a coupé le support parce que ça n'a aucun sens. Ils vont jamais payer pour aucun add-on, etc. Donc, typiquement, on a sorti des add-ons après payants. Et c'est les mecs qui viennent et qui disent ah non, ça je dois l'avoir gratuitement parce que j'ai investi dans votre boîte il y a 2 ans avec mon lifetime et vous m'avez dit j'aurai toutes les features du plan business. Donc maintenant, vous faites un add-on, je dois aussi l'avoir dans mon plan. Et alors que c'est même pas des trucs de ouf. AppSumo, nous en fait, le truc qui nous a vraiment tué, c'est qu'ils ont fait de la pub sur notre nom de marque. Donc en fait, c'est écrit dans les petites lignes de leur truc. Voilà. Et on s'est retrouvé à avoir une grosse base de nos clients français en particulier, qui ne connaissent pas du tout AppSumo et qui sont venus au support en disant les gars, moi je paye 200 € par mois pour 3 sites et là j'ai un deal à $150 pour 15 sites. Et nous, on avait volontairement bloqué les gens qui étaient déjà clients, qui ne puissent pas accéder au deal. Et ça nous a pourri la marque vraiment énormément. Et on ne pouvait pas se permettre de faire ça parce que si on faisait ça, on était à perte, pas possible. En sachant qu'en nous, en coût de serveur, au bout de 5 jours, on perdait de l'argent. Tu vois. Si tu utilisais les 15 sites, au bout de 5 jours, on perdait de l'argent. Et on s'était dit, ça va nous amener au moins des mecs qui font de l'affiliation pour nous là-bas et au moins de la brand là-bas. Et en fait, notre courbe de revenus, notre part de revenus aux US n'a absolument pas bougé. Et juste, on s'est pris un gros bad buzz, plus on doit servir des gens pour qui on ne gagne pas d'argent et qui encore aujourd'hui viennent nous voir et sont vraiment des poisons sur tous les points. Quoi. Ouais, AppSumo, c'est pas une bonne idée. Hein. Ceux qui existent déjà, parce que vous existez quand même pas mal de Ouais. temps. Prospecting, c'était Ouais. avant 2020. Ouais. Il y avait que quelques années d'existence, même si c'était pas 20 ans, bien sûr. Ouais. C'est pas à ce moment-là que Non, vous avez clairement pas. Ça, c'est quand on est en Ouais. lancement. Par contre, Non, mais ils voulaient aller aux US. Oui. Nous aussi, on l'a fait pour aller aux US à l'époque, au début, en 2011. La Ouais. cible là-bas, c'est les mecs qui savent, ça aurait été les mecs qui savent pas prospecter, peut-être toujours un même site. Ouais. Non, mais t'as toujours une bonne raison de faire une bêtise. Alors qu'en l'occurrence, c'était ça. mais par contre, si je devais le refaire, ce que je ferais, c'est que je le ferais effectivement au lancement. Ouais. Ouais, mais ce que je ferais surtout, c'est que je multiplierais mes prix par 5 Ouais. avant. Comme ça, le discount, il est énorme pour eux. Il y a une super boîte qui l'a fait, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est une boîte indienne. Et ils avaient lancé leur AppSumo et leur abonnement mensuel, c'était un truc genre $1000.
Puis 6 mois après, c'était juste $30 en fait. Et ils avaient multiplié leur prix par 10, voire par 20. Et ils avaient fait le deal, donc les mecs se disaient « Oh là là, j'ai une solution de ouf pour pas cher. » En fait, au moins, tu perds pas trop d'argent, quoi. T'as pris un peu de cash. Ouais. Et ça fait un peu de cash initial, ouais. Bon, nous, on avait fait, tu vois, on avait fait 600 000 de ventes et du coup 100 000 de cash final, quoi. Mais ça représentait une semaine de revenus pour un coût monumental au niveau du support. Puis, tu sais, ils te demandent de faire du support la nuit, le support intercom, le support à AppSumo, ils te ping pour les moindres problèmes techniques qu'ils ont. Enfin, c'est vraiment une galère. Hein. Ouais, c'est galère. Puis Je après, confirme. Ouais. Dernière On question. se prépare, ouais. Alors moi j'ai une question sur l'aspect concurrentiel. Donc Ouais. il y a plusieurs acteurs qui font la même chose. Comment vous avez levé, souvent les clients ils arrivent, mais lui il fait la même chose, il fait la même chose, Ouais. etc. Donc comment vous avez levé justement ces billes pour que ce soit pas les autres qui vous prennent les clients et Ouais. qui prennent la croissance? Bah déjà, quand on s'est lancé, si j'avais su qu'il n'y avait aucun concurrent, je ne l'aurais pas fait. Et en fait, nous, on pensait qu'il n'y avait personne qui faisait ça quand on l'a lancé. Donc, on s'est dit, bah, super, on y va, etc. Assez vite, on s'est rendu compte qu'il y avait du monde qui le faisait. Et nous, notre positionnement, ça a été le fait qu'aucun outil était utilisable par des gens qui n'étaient pas tech-savvy. À ce moment-là, ça a un peu changé. Hein. Et donc, en fait, bah, tu vois, à part Lemlist, qui était peut-être le concurrent, mais qui faisait que de l'emailing à ce moment-là, et nous, on faisait que du LinkedIn. Globalement, il n'y avait aucun outil qui était accessible en self-service pour des gens qui n'étaient pas tech-savvy. Et donc, ça a été vraiment ça notre motto. C'est vraiment, on faisait de la prospection. Puis les growth hackers, tu disais, c'est nul ce que vous faites. On peut envoyer des invitations et des messages. Il n'y a pas de feature, quoi. Et on avait une adoption de ouf de freelance, d'indépendants, de gens qui n'avaient jamais utilisé ça. Et c'est toujours notre positionnement, l'accessibilité. Et donc, ça nous permet en fait de toucher un marché qui est beaucoup, beaucoup plus grand. Et on a juste fait un énorme taf d'évangélisation et des strates de contenu qui ont été très top funnel, tu vois. Si tu regardes les mots-clés sur lesquels on rank sur notre SEO, on rank sur des stratégies de prospection, marketing, LinkedIn, emoji LinkedIn. On va chercher des gens à des endroits qui sont juste vraiment très loin dans notre sphère de contenu. Et on essaie de les faire entrer dans notre funnel de contenu pour les éduquer petit à petit vers ce que tu peux automatiser ta prospection sur LinkedIn. Donc ça a été ça le positionnement. Ouais. Cool. Hein? Petite dernière. T'as combien? Une question? Non, l'argent, faut poser la question. Allez, une dernière question, mais après, il n'y en a plus. Beaucoup, tu le travailles encore? Ouais. Faire rentrer en tofu, de Nurture, Ouais. et d'arriver. Ouais, bien sûr, surtout. Et sur tous les canaux. Pour moi, tu as des canaux qui sont en fait sur chaque canal. Donc, Tofu Mofu Bofu, c'est vraiment top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Et ça s'applique entre les canaux et sur tous les canaux. Tu fais du contenu LinkedIn, tu as un funnel sur LinkedIn où le but potentiellement final de ton LinkedIn, c'est pas forcément de faire de la conversion directe, mais ça peut être d'amener vers un gros contenu. Et donc, en fait, par exemple, ton blog, c'est plutôt ton milieu de funnel de ta stratégie globale. Mais dans ton blog, tu as des articles top of funnel, des articles middle of funnel, des articles bottom of funnel, etc. Et nous, on applique ça à peu près sur tous nos canaux de contenu, ouais. Enfin, globalement, ouais. Avec, tu vois, sur notre blog, bah, tu as un système de lead magnet où tu t'inscris sur une petite newsletter et tu reçois 7 emails avec des articles hyper travaillés sur les stratégies de prospection LinkedIn. Et donc ça, c'est vraiment notre canal de conversion du blog, tu vois. Blog, on a du tout venant, etc. Puis on a un pourcentage de gens qui s'inscrivent. Et là, on les nurture vraiment sur du contenu orienté prospection et automatisation LinkedIn. Et derrière, on a de la conversion sur ça, tu vois. Ouais. 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 Et même sur les canaux à forte viralité comme LinkedIn ou TikTok ou Insta, tu acceptes qu'il y ait des contenus qui soient plus inspirationnels, moins de valeur, etc. mais qui vont toucher des audiences beaucoup plus larges. Et ensuite, tu vas les nourrir avec du contenu middle et les faire convertir avec du contenu bottom, quoi. Voilà. Merci. Trop cool. Merci Flavien.